problème sur la A13 pour ceux qui viennent de loin. Et du coup, on a préféré attendre un peu. Et en tout cas, je vous remercie d'être là. Franchement, ça fait plaisir. Il y a quand même du monde. Et ça, c'est vraiment top. Merci à nos invités, que ce soit William, Alain et Tanguy. Donc, ils se présenteront. Je vais laisser après Tanguy, notre modérateur, gérer la discussion. Alors, excusez-moi, parce que je vois personne. En tout cas, voilà, StarsUp est très fier en fait d'organiser cette petite conférence donc, sur l'intelligence économique représentée par Alain Juillet et l'intelligence artificielle représentée par William Eldin, donc, qui est CEO de 22. La petite parenthèse, on travaille ensemble. Hein, tous les jours, exactement. Et voilà, donc StarsUp, je présente rapidement, avant de leur laisser la parole, donc un écosystème tech dans les quartiers. Donc on est présent à Mantes-la-Jolie, on est présent à Trappes et à Paris. Notre objectif, c'est de ramener toute personne qui désire faire une reconversion, qui décide de rentrer dans la tech, de les prendre à partir de rien et de faire un programme vraiment spécialisé pour leur trouver un travail, reprendre des études ou monter une entreprise. Donc c'est vraiment notre objectif et c'est vraiment d'amener toute cette culture tech jusqu'au quartier. On est très très présent à Paris. Nous avec William on est à Paris, on le voit bien. Dans les quartiers aussi pour certains, mais pas pour tous. Donc du coup c'est vraiment notre mission. Et honnêtement on est fiers de faire ça. On est fiers de faire des événements comme ça parce que je pense qu'il n'y en a pas énormément en fait en banlieue. Et donc encore merci à tous d'être ici. Et je vais laisser la parole à Tanguy qui va sûrement présenter notre petite soirée. Donc merci à tous, si on peut les applaudir. Super. Merci à tous. Alors effectivement, avec la lumière, je ne peux pas vous voir, mais je vous sens. Je vous sens positivement. Bonsoir. Bonsoir à nos deux invités, William Eldin et Alain Juillet. Je suis très content de participer et d'animer cette discussion. Je m'appelle Tanguy Ngafauna Tabissi. Je suis notamment host et présentateur du podcast Kalimandjaro, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et moi, je me définis comme quelqu'un qui a juste soif de connaissances, qui prend du plaisir à chaque fin de journée à avoir appris quelque chose. Et ne serait-ce qu'en préparant cette discussion, j'ai appris énormément de choses. Alors, je suis ravi que nous puissions tous ensemble grandir, ressortir de cette soirée grandie, en ayant appris sur l'intelligence artificielle, sur l'intelligence économique. Et l'idée que j'ai, l'impression que j'ai, c'est qu'on va un peu aller dans le futur, tous ensemble. Voilà. Mieux comprendre le futur, comprendre les enjeux du futur et être mieux armé, avoir les bonnes informations pour être prêt à cette révolution qui se prépare et qui est finalement déjà un peu là. C'est ce que votre boîte nous montrera. Tout d'abord, alors, je vais commencer par présenter M. Alain Juillet, même si je pense qu'on ne devrait plus vous présenter, mais vous êtes quand même à présenter. Vous avez été directeur de la DGSE. Vous avez été dirigeant d'entreprise. Vous avez été kidnappé même par vos salariés. Donc, vous avez vécu dans votre chair l'entrepreneuriat. Il y aurait tellement de choses à apprendre chez Ricard, c'est ça? Oui. Chez Marks & Spencer. C'est chez Ricard, ouais. Vous avez un micro si vous voulez dire un mot. Oui, j'ai commencé chez Ricard et j'ai terminé chez Marks & Spencer pour la partie, société entrepreneuriale. Entrepreneuriat. Et vous avez, et vous êtes. Enfin, je précise, j'ai commencé, je suis rentré chez Ricard comme inspecteur export, si représentant, mais à l'international. Et puis j'ai terminé président de Marks & Spencer, donc j'ai fait toute la carrière. C'est ça. Voilà. Et même ça va nous intéresser, je pense, pour chacun d'entre nous de comprendre comment vous avez gravi les échelons à l'intérieur pendant 19 ans chez Pernod Ricard. Enfin, chez Ricard. Et justement, le passage Pernod Ricard a été problématique. Mais tout à fait, ouais. On pourra en parler. Et aussi, surtout, vous êtes un avocat, un prophète de l'intelligence économique. Oui. C'est ça. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, moi je me suis trouvé dans le cadre de mon métier, à l'époque où je m'occupais des entreprises, je me suis rendu compte que si on voulait être performant, si on voulait être compétitif, si on voulait gagner avec la concurrence, il fallait comprendre mieux ce qui se passait que les autres.
Et en définitive, l'intelligence économique, c'est toutes les techniques, hein, pour simplifier, mais c'est toutes les techniques qui vont permettre, alors en allant les chercher, hein, puis ensuite en les analysant, qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre ce qu'est l'autre, mieux comprendre comment il travaille, comment il fonctionne, comment est le marché. Et tout ça réuni, ben vous allez être plus efficace que l'autre parce qu'en définitive, vous en savez plus. Donc c'est ça, si vous voulez, la base. Hein. Alors quand on est dans une entreprise, ben, on s'en rend compte. Et puis après que j'ai compris ça au début, quand j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai été faire des stages, enfin j'ai fait plein de trucs pour comprendre. Et puis ensuite, à un moment, je me suis dit, ben tiens, mais c'est quelque chose qu'on devrait développer en France. Et puis comme d'autres étaient en train de penser la même chose, ben on a lancé, on peut le dire, oui, on a lancé l'intelligence économique en France, alors qu'elle était déjà très connue aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Hein. Et nous, on l'a lancée, et puis maintenant, ben, ça fait partie maintenant des techniques. Hein. Mais alors, c'était avant, quand je parle de ça, moi, c'était vraiment, on avait, comme on parlait tout à l'heure, avec un cahier, un crayon, un papier. C'est hein. ça. Parce que moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de portable, hein, et où c'était, là je vous parle de ça, on avait un petit ordinateur personnel, il faisait la taille de la table. Hein. On transportait une valise. Hein. Donc c'était pas du tout comme aujourd'hui, et c'était pas du tout au point comme aujourd'hui. Donc heureusement, après, ben, y a eu tout ce qu'ils sont à faire. Alors là, ça a changé la vie, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on va essayer de comprendre, justement. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle facilite le travail de l'intelligence économique. Énormément. On va en parler. Et William Eldin, donc vous êtes CEO de 22, qui fait qui fait de la vidéo intelligente, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. On analyse les flux vidéo comme si c'était un humain qui regardait en fait le flux vidéo, sauf que là derrière c'est une machine. Et notre objectif, c'est que ça comprenne aussi vite que nous ce qui se passe. C'est ça. Vous êtes le Google Analytics de la vidéo et du monde réel. C'est ce que j'ai entendu. Exact. Et toute la complexité, c'est d'apprendre à des algorithmes qui sont complètement bêtes la variabilité de ce monde. C'est-à-dire reconnaître quelqu'un sous lumière comme ça, mais reconnaître quelqu'un aussi dans la quasi-pénombre, reconnaître quelqu'un en plein soleil. Et à chaque fois, comme c'est de la reconnaissance de pixels, de couleurs et de formes, c'est des bases de données énormes pour apprendre le monde. Nous, on l'apprend très très vite. Un biberon, on sait que c'est un biberon au bout de 2-3 fois. Une intelligence artificielle, il lui faut 15 000, 100 000, 1 million d'images de biberons pour pouvoir les reconnaître dans tous les environnements. Et donc notre difficulté, c'est ça. C'est comment apprendre vite, mathématiquement, et ensuite comment les déployer vite sur des cas d'application qui ne sont pas que de la sécurité, parce que ça vient facilement à la tête, la sécurité, donc essayer de faire autre chose. Mais il me semble que quand vous aurez réussi votre mission, les véhicules autonomes, par exemple, pourront fonctionner. Parce que c'est un des obstacles, il me semble. Alors, il y a la loi aussi, ça c'est un gros obstacle. Mais oui, techniquement parlant, encore le véhicule autonome, ils disent qu'il marche à 99,5% parce que tu le mets place de l'Étoile, c'est un peu le bordel pour arbitrer entre plein d'alternatives qui sont humaines. Mais si demain on venait à mettre que des véhicules autonomes, ça fonctionnerait déjà. Le problème, c'est la cohabitation. Et donc, oui, l'objectif est de reproduire vraiment la perception visuelle humaine pour mettre après dans tout type de système. On va bien comprendre tout ça et bien comprendre les mécanismes qui sont derrière et les enjeux finalement pour notre société. Et aussi, quel impact cette technologie peut avoir sur votre métier qui est, moi j'aime bien dire que vous êtes un espion, mais peut-être c'est un peu réducteur. Est-ce que c'est réducteur ? Non, mais l'espionnage, en définitive, c'est d'aller regarder ce qui se passe chez les autres, mais d'une manière illégale. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on le fait, on rentre chez les gens, on va regarder ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, c'est plus la peine dans 99,9% des cas, hein, puisqu'on a tout autrement. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein, ça, c'est aussi on ne se rend pas compte du changement, mais il y a avant, par exemple, on voulait aller chercher un renseignement. Hein, bon, il fallait aller chercher. Donc il fallait aller voir ce qu'on appelle, nous, les sources, hein, dans notre métier. Hein. Les sources, c'est-à-dire qu'on allait voir des gens qu'on repérait parce qu'ils savaient la chose, et on essayait, à travers eux, de savoir, ou qu'ils nous donnent les éléments, par tous les moyens qu'on pouvait imaginer. Bon, aujourd'hui, mais 98% en gros de tout sur Terre, on le sait, on le connaît, on peut le chercher, on le trouve. Sur n'importe lequel d'entre nous, aujourd'hui, avec les moyens modernes, hein, on met en 4-5 jours, hein, on vous dit, voilà, monsieur un tel ou madame un tel, voilà, elle a fait ça, elle a fait telles études, elle est à ta, elle vit là, elle aime ça, elle a fait la fête tel jour, on a tout. C'est incroyable. Hein.
Donc le monde est complètement différent. C'est votre Et je veux dire, et pour facile. les espions, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas d'aller chercher les infos, c'est se protéger pour pas se faire repérer. Parce que, parce que sinon, une fois que vous êtes repéré, c'est fini. Hein, plus personne ne va vous parler, évidemment. Hein. Et donc, vous diriez que votre travail est plus facile aujourd'hui? Ou bien il y a tellement d'informations que c'est dur de les choisir? Absolument. Il y a de plus. C'est la grande nouveauté de ces 20 ans, des 25 ans, hein, parce qu'avant, c'était pas comme ça. La grande nouveauté, c'est qu'on a de plus en plus d'informations et de plus en plus d'informations précises. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on recueille plein d'informations, mais maintenant, on a des outils de stockage, hein, et puis des algorithmes qui permettent de chercher. Parce que si vous avez des millions d'infos qui sont stockées, il faut les retrouver. Tout à fait. Hein, il faut les comparer les unes aux autres. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'avec les algorithmes aujourd'hui, on est capable de retrouver dans des quantités de données, hein, et là c'est ce qui a été dit, hein, on va retrouver des choses qui font que on identifie tout de suite. Hein. Ouais, pour vous donner un exemple, là, puisqu'on parlait d'espions et d'espionnage, hein, quand il y a eu l'affaire Skripal. L'affaire Skripal, c'est un espion russe. Hein. Enfin, c'est un Russe qui trahissait pour les Anglais et les Américains. Bon, il a été échangé par les Américains et les Russes contre des agents russes qui avaient été arrêtés aux États-Unis. Bon, il était en Grande-Bretagne. Et puis, les Russes ont vu qu'il continuait à donner des informations. Et donc là, ils n'ont pas aimé du tout. Bon, donc, ils ont décidé, ils ont envoyé une équipe pour lui faire la peau. Bon. Jusque-là, c'est presque banal. Je te souris parce que je dis, mais c'est vrai, c'est banal. Banal tous les jours. Oui, c'est notre quotidien. Rien d'étonnant, ça, c'est bon. Mais là où ça devient fantastique, c'est que les deux gars qu'ils ont envoyés, les Russes ont envoyé deux types, eh bien, avec les recherches qu'on peut faire aujourd'hui et tout, on a commencé par identifier par la tête, hein, les photos ils ont vues là c'est vous, hein, c'est dans votre métier là. Avec toi, ils ont identifié avec des caméras de surveillance des trucs qui c'était. Après ils ont identifié par les papiers au passage en douane à la police les noms. Et puis ensuite c'est là où ça devient intéressant. Ils ont été cherchés en Russie. Les gars qui travaillaient, qui cherchaient là-dessus, ils ont retrouvé les appartements où ils vivaient, les permis de conduire, les voitures, la famille, tout. C'est impressionnant. Donc sur un truc qui est top secret, 3 mois après, on savait tout sur la vie de ces deux gars et tout. Bon, c'est incroyable. C'est un exemple. Mais alors, dans tous les domaines, c'est pareil. Hein. Et ça, c'est en quelle année? Il y a 3 ans. Ah oui. 3 ans. C'est récent. Impressionnant, hein. C'est vraiment impressionnant. Donc on est rentré dans un autre monde. Et nous, quand on cherche pour les entreprises, hein, parce que là je parle des espionnages, la DGSE, mais quand on parle des entreprises, c'est pareil. Les entreprises, on a besoin d'informations. Hein. Oui. Bon, alors c'est vrai que si vous savez aujourd'hui, on peut savoir plein de choses sur ce qu'ils font les autres. Hein. Et c'est très important. Si vous avez une information qui dit que l'autre il a acheté une machine qui sait faire un truc particulier, vous dites donc s'ils ont acheté ça, c'est parce qu'ils vont faire tel produit. Hein, ou si ils ont déposé des brevets, par exemple, les brevets on peut aller les chercher. Hein, oui, les dépôts de brevets. S'ils ont déposé des brevets, par exemple pour une molécule, on dit leur prochain médicament, il y aura cette molécule, donc ça va servir à ça. Bon, mais c'est fantastique qu'on arrive à ça que vous faites en cabinet d'avocat? Parce que j'ai vu que vous étiez consultant en cabinet d'avocat d'affaires. Après, moi, quand j'étais dans les entreprises, j'ai été dans l'administration, j'ai été dans l'armée, j'ai tout fait, moi. Hein. J'étais professeur aussi, j'ai fait de l'école aussi. Ensuite, quand j'ai quitté tout ça pour prendre ma retraite, là, vous voyez, c'est vieux, hein. Pour prendre ma retraite, moi, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors, vous savez, en France, quand vous avez été dans l'administration, la haute administration, normalement, vous n'avez pas le droit d'aller dans des entreprises avec qui vous avez travaillé. Et quand moi j'étais à l'intelligence économique, je travaillais avec toutes les entreprises françaises. Donc, quand je m'intéressais à toutes les entreprises, donc quand j'ai quitté, j'ai dit où je peux aller. On m'a dit pas dans les entreprises. J'ai dit mais moi qu'est-ce que je sais faire moi à part les entreprises, je sais pas. Donc, on m'a dit, tu peux être soit conseiller, consultant, tu peux être consultant ou avocat. Alors j'ai dit, tiens, j'ai jamais fait, je vais faire avocat. Vous êtes rentré dans les cabinets d'avocats. Et j'ai fait 10 ans chez les avocats. D'accord. Avocat d'affaires.
J'ai appris un nouveau métier. Quelle C'est bien mission- parce qu'il faut s'en remettre en cause. Mais à sur chaque quel type fois, de hein. mission il vous sollicite? Parce qu'on ne voit pas très bien le lien, même si vous l'avez un peu évoqué, mais quel est le lien et quel type de mission vous pouvez faire dans un cabinet d'avocat? Qu'est-ce que vous apportez Ah ben, à un comme cabinet avocat d'affaires, moi avec mes collègues du cabinet en question, quand eux, ils négociaient des affaires, bon, pour les contrats, mais quand vous allez faire un rapprochement d'entreprise, par exemple, bon, eh ben, les avocats, ils ne regardent jamais l'état, la culture, l'histoire, l'organisation des deux entreprises. Eux, ce qu'ils voient, c'est le droit. Hein. Or, si vous voulez que ça marche, un rapprochement, ben, il faut vérifier si ça peut marcher. Il faut voir les problèmes dans lesquels on doit corriger. Or, comment on fait? On fait de l'intelligence économique. Hein. On va les regarder, on va dire, tiens, telle société, je sais pas moi, ils travaillent dans... je vous donne un exemple. Vous avez, tout bête, hein, mais pour simplifier, mais vous avez une entreprise qui travaille au soleil, hein, sur la Méditerranée, par exemple. D'accord. Bon. Et puis elle veut fusionner avec une entreprise qui travaille en Sibérie, au grand nord du Canada. Moi, je peux vous dire d'entrée qu'il y aura des problèmes. Même si les gens sont prêts à s'associer, hein, entre le Russe ou le Canadien qui a l'habitude du froid de moins 40, et puis celui qui est à côté à Marseille ou à Nice et qui est à plus 30, eh ben, il y a un vrai problème culturel. Hein. Ils ne travaillent pas de la même manière. À tout point de vue, ils ne travaillent pas de la même manière. Donc, quand vous allez faire une fusion, justement, il faut comprendre ça et voir comment s'organiser. C'était ça mon boulot, moi. C'était d'essayer de voir comment on pouvait s'arranger, qu'est-ce qui pouvait... Et puis alors, quand il y avait des recherches pour des rachats d'entreprises, hein, quand on veut racheter une entreprise, il faut la connaître, l'entreprise en face. Hein. Et là aussi, il ne faut pas connaître uniquement le produit, hein. Il faut pas connaître, mais il faut regarder, par exemple, comment sont les dirigeants. Hein. Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont tordus? Est-ce qu'ils travaillent bien ou pas? Mais à tout point de vue. Hein. Vous regardez si les gens se mettent en grève tous les 3 jours ou ils se mettent jamais en grève et ainsi de suite. Hein. Quand on va racheter William, donc oui, on va vous alors c'est très pour, cher. voilà. Donc moi, je faisais un rapport et ça a aidé mes petits camarades ensuite. Donc voilà, je faisais un rapport. Donc voilà. Attention, voilà les problèmes qu'il faut régler ou être sûr que là-dessus, il peut y avoir un problème. D'accord. La première question que je voulais poser, même si on a déjà bien abordé la discussion, c'est tout le monde se demande comment on devient espion. C'est-à-dire, mais je parle même d'un point de vue mentalité. Ouais. Comment est-ce qu'on passe d'un petit jeune qui voulait juste faire du parachutisme à aller collecter des informations et à diriger la DGSE? Alors, il faut du temps. Hein. Il faut du temps. C'est sûr. On ne passe pas de l'un à l'autre, il faut apprendre. Hein. C'est sûr. Non, je vais vous dire, j'ai commencé j'ai fait, après mon bac, hein, on m'avait envoyé faire des études de droit et de lettres, hein, mais je n'ai pas travaillé du tout, je m'amusais bien. Et je me suis rendu compte, après 3 ans, que je foutais rien. Bon, donc, je me suis engagé dans l'armée, comme 2e classe, je me suis engagé dans l'armée. Mais comme... Je bossais, hein. Quand je voulais, je travaillais, parce que quand je voulais. Hein. Donc là, je me suis dit, quand même, je vais bosser. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle les classes, et puis j'ai passé les grades de sous-officier, et puis on m'a dit, mais attends, toi, tu devrais être officier. Donc, je suis devenu ce qu'on appelle EOR, hein, officier de réserve. Bon, j'ai fait le officier de réserve, après, j'étais volontaire pour les parachutistes, les forces spéciales. Toujours pareil, je suis parti comme officier des forces spéciales. Et puis là, au bout de 2 ans, presque 3 ans, dans les forces spéciales, je me suis dit, il y a quand même un truc qui est passionnant, quand même, c'est de faire des missions un peu plus pointues. C'est-à-dire, là, c'est plus une équipe de 40 personnes, mais de 2 ou 3 ou 4 qui font des trucs un peu plus... Et là, tu avais quel âge? Ah ben là, j'avais 21 ans. Ok. J'ai eu mon bac tout jeune. Moi, à 15 ans, j'ai entendu. Hein, 15 ans, oui. 15 ans. À 15 ans. Après, j'ai fait des études où je foutais rien jusqu'à 19 ans. Si, je jouais de la guitare, hein, pour les musiciens. Je jouais de la guitare dans les cafés pour me faire un peu d'argent de poche. Et puis, parce que mes parents ne m'envoyaient pas beaucoup d'argent, donc je un peu... Mais ensuite, donc l'armée, ça a été... Bon, là, je me suis vraiment donné du mal. Et puis, j'ai très tenté de passer dans des opérations spéciales les plus pointues. Donc, j'étais volontaire pour ce qu'on appelait service action,
Et là, on rentre dans les services d'espionnage, hein, où je suis rentré au service action. Donc oui, j'avais 21 ans, 22 ans. Et j'étais officier dans ces... vous savez, c'est des opérations spéciales un peu partout, quoi, dans le monde entier, à l'extérieur. Ouais. En extérieur. Là, c'est très pointu, là, très très pointu. Je pense que les gens ne savent pas, mais vous venez d'une famille de préfets, de gens qui sont dans c'est vrai que je l'administration. suis d'une famille de militaires, de préfets, j'ai une famille de... Mais dans cette affaire-là, c'est mon père, il ne m'a pas aidé ni personne, parce que moi, j'ai fait une carrière militaire, et puis quand j'étais volontaire pour aller là-dedans, c'est parce que techniquement parlant, j'avais montré que j'étais capable d'y aller quand même. Hein. Mais il y avait un goût pour le service public, c'est ça qui m'intéresse. Hein, il y avait un goût pour le service public, pour l'intérêt de la France. C'est vrai que toute ma vie, j'étais formé, moi, la France, ça c'est vrai. Hein, on me dit toujours la France, ton pays, tout ça. Puis alors, avant toi, les autres se sont battus. Bon, il y avait, vous savez, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Bon, et c'est vrai que j'ai toujours vécu là-dedans. J'avais cet environnement français, hein, bon, c'est clair. Mais après, il fallait se débrouiller quand même. Hein, voilà. Et quand j'étais au service action, alors là, après le service action, c'est là où, au bout de plusieurs années, on nous a dit à l'époque qu'il y avait eu des affaires tordues, et moi on m'a dit maintenant c'est clair, tu peux plus rester, tous les officiers du service, on nous a dit vous pouvez plus rester, hein, il faut partir dans des unités normales. Et moi j'ai dit je vais pas faire du maniement d'armes au drapeau le matin, ça c'est pas mon truc, c'était vraiment pas mon truc, donc j'ai démissionné. Et je suis parti dans le privé. C'est là où je suis rentré chez Ricard comme représentant. Et puis, quand je suis parti 19 ans après, j'étais directeur général du groupe. Hein, c'est ça. Et s'il y avait une... Parce que je pense que tous... Mais j'avais monté tous les échelons, hein, tous. C'est exactement ça qui nous intéresse. Tout ce temps que nous sommes ici, je pense que la plupart travaillent dans des organisations ou dirigent des organisations. Et on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour gravir les échelons. S'il y avait 3-4 qualités à avoir pour pouvoir passer de niveau de... c'est simple, hein. Enfin, pour moi, mais je pense que pour tout le monde c'est pareil, c'est simple. D'abord, beaucoup travailler. Ça veut dire quoi, beaucoup travailler? Aujourd'hui, on est chill. Ah non, moi j'ai toujours bossé 20 heures par jour. Hein. Par jour? Ah ouais, je travaille tout le temps, moi. Je travaille tout le temps. Et puis ça, c'était le premier point, parce que quand on est moins fort que l'autre, parce qu'on n'a pas fait les études qu'il faut et tout ça, le seul moyen de de montrer qu'on est aussi bon, c'est de bosser. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Bon, et après, alors quand j'ai grimpé les échelons, régulièrement, plusieurs fois, je me suis rendu compte que je devenais pas bon du tout. Parce que je ne comprenais pas. Hein. Si on n'a pas appris la finance ou la comptabilité, même si on est un bon commercial, même si on est un bon marketing, un bon ingénieur, on ne comprend pas comment on lit un bilan d'une société. Hein, c'est pas vrai. Hein. Donc qu'est-ce que je faisais? Je prenais sur ma période de vacances et j'allais faire des stages ou de la formation. Des MBA, j'ai entendu. Alors j'ai fait un MBA, j'ai fait Stanford aux États-Unis, j'ai fait Berkeley pour le marketing, je suis parti à Berkeley. À l'époque, c'était nouveau en France, personne n'en connaissait. J'ai dit, moi, je vais y aller, comme ça, je serai plus fort que les autres. Je suis parti pendant les vacances, je suis parti à Berkeley. J'ai été à Stanford, pareil, pour me former, pour être directeur général. J'ai dit, attends, moi, je ne connais pas tout ça. Moi, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un truc. Comment je peux faire? J'ai dit, la seule solution, c'est d'apprendre. Alors, je suis reparti apprendre à Stanford. Et avant, j'avais fait encore un autre truc. Pour être directeur, j'avais fait, on appelait le CPA HEC, le MBA HEC. Donc, à chaque fois, moi, j'ai progressé parce que dès que je sentais que j'arrivais à la limite, et ça arrive, hein, enfin, moi, je trouve que ça arrive, à ce moment-là, je disais, tiens, je fais ça, et comme ça, je vais pouvoir refaire un... Et j'ai grimpé par escalier, comme Et puis à la fin, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de tout ça, on vous dit « Ah mais vous êtes un intellectuel, vous avez fait plein d'études, vous avez fait plein de trucs. Coco, si tu savais comment ça a commencé... » Désolé, j'ai trop de questions aussi. Mais quand tu vas à Berkeley, tu parles anglais déjà? Mal, mais alors j'ai appris là-bas. Ok. Hein. Et donc tu prends un billet d'avion, tu te retrouves là-bas et tu te dis « Ok, je vais faire un non, cursus. » je me suis inscrit depuis Paris. Je me suis inscrit depuis Paris. Quand j'ai vu que j'avais rentré le marketing à Berkeley, je me suis rendu compte d'abord, j'ai vu qu'à l'époque, en France, le marketing, ça commençait, tout le monde en parlait, mais que personne ne connaissait bien.
Bon, alors j'ai dit, il faut que j'apprenne le marketing. Alors j'ai regardé, il n'y avait pas un cours, pas une formation intéressante en marketing en France. Et puis en lisant des articles, j'ai vu il disait, la meilleure formation marketing, c'est à Berkeley aux États-Unis, à l'université de Berkeley. Toujours aujourd'hui. Hein. Alors oui, toujours vrai d'ailleurs. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une demande en disant, bon, quelle est la formation, comment ça se passe, combien ça coûte, je vais organiser tout. Et bon, ils m'ont répondu. Après, j'ai dit, est-ce que vous prenez des étrangers? Oui. Ah oui, j'ai dit super. Et à quelle époque? Et j'ai vu que ça collait, je pouvais prendre des vacances à ce moment-là. Alors ben voilà, je me suis pris le billet d'avion, j'ai été là-bas, à l'époque, ça a été 3 semaines pour le marketing. C'était pas trop long, mais enfin quand même, hein, 3 semaines. Et puis après, je suis revenu en France. Et alors là, en France, quand on parlait de marketing, je disais, écoutez, là, je faisais le gros malin. Hein, je disais, bon, attendez, marketing, vous savez, moi, j'ai entendu mes professeurs à Berkeley ont dit que, alors là, tout le monde s'arrêtait, c'est fini. Argument d'autorité. Oui, mais et ça marche. Hein. Tout à fait. Mais je savais de quoi je parlais parce que j'avais été apprendre quand même, hein, attention. Et donc vous recommanderiez à la jeunesse de aller dans les grandes écoles aussi? Parce que je sais que dans la Startup Nation, on n'est plus trop dans cette volonté-là des grandes écoles. Bah, on les embauche, ils sont bons. Oui. Donc du coup, quand même, c'est des moteurs et ils abattent un travail pas possible. Mais non, il n'y a plus trop le respect pour ces grandes écoles-là et il n'y a plus trop non plus l'admiration. Et vous recommanderiez aujourd'hui aux jeunes de faire des grandes écoles quand même? Pas forcément. Moi, je pense je pense que les grandes écoles, la plupart des grandes écoles aujourd'hui, elles sont tellement formatées qu'on n'en sort pas. Quoi. Hein, c'est un truc, c'est carré. Or, en définitive, de quoi ont besoin les gens? Ils ont besoin d'informations sur des domaines qui les concernent. Hein? Or, on peut apprendre beaucoup de choses sur les domaines qui vous concernent autrement que par une grande école, par des formations, hein, des formations qui vont vous donner des clés. Hein? Parce que dans la vie, moi je crois qu'il y a 2 choses. Vous avez la connaissance que vous avez, mais vous avez aussi ce qu'on appelle le langage. Quand vous travaillez dans l'informatique, dans le numérique, hein, il y a un langage du numérique ou de l'intelligence artificielle. Si vous ne connaissez pas les mots, vous n'y comprenez plus rien. Tout à fait. Mais c'est valable dans tous les domaines. Hein. Tout à fait. Chaque domaine a ses spécialités. Donc si vous avez vous avez appris le langage un petit peu pour pouvoir dire, quand vous discutez avec les autres, que les autres disent, ah ben lui il connaît, hein, il emploie les bons mots. Ça paraît pas, mais c'est une centaine de mots maximum, 50aine, mais ça suffit. Hein. Si vous avez ça et que vous avez une formation qui vous a permis justement de comprendre comment ça peut marcher, ben je vous garantis que vous avez déjà des portes qui s'ouvrent. Hein. Et vous êtes aussi fort que le gars qui sort d'une grande école, qui a connu quantité de choses, mais qui n'est pas plus fort que vous dans le domaine où vous êtes. Vous voyez? Ouais. C'est ça le truc. Et je crois que c'est très important. Ok. Et il a même plus de mal à parler au monde réel que quelqu'un qui s'est fait tout seul dans le monde réel. Je vois les polytechniciens, moi j'en ai quelques-uns dans ma boîte, et c'est vrai qu'ils ont un peu moins de relations humaines. C'est plus des machines. Ils sont plus dans l'analytique que dans l'émotionnel. Et en fait, à un moment, ça pose un problème parce qu'on est une équipe. Ouais. Et souvent, on leur dit, vas-y, bombarde sur ton truc. Et après, écoute, on rassemblera tout ça. Mais c'est pas eux les leaders, en fait. Ils sont très peu en sortie de Polytechnique, pour prendre un exemple, à être des vrais leaders que tu as envie de suivre. Tu vois ? Au contraire, c'est des machines de guerre dans leur coin, des armes super spécialisées, mais souvent dans des tunnels assez solitaires. D'accord. Vous savez, c'est pour aller dans ce sens-là, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, hein, c'est que, et moi là je vous parle, j'ai vu des chefs d'entreprise, j'en ai vu dans ma vie, hein, des quantités de chefs d'entreprise. Vous pouvez dire pratiquement après 10 minutes, vous pouvez dire ceux dont les boîtes marchent vraiment bien, et ceux où il y a des problèmes. D'accord. Uniquement en regardant la méthode, le mode de vie, les comportements des dirigeants. Quand ils voient tout ça de loin en disant « nous, attendez, nous on est d'en haut, on a fait une grande école, nous on sait, et vous ne comprenez rien », en général, il y a des problèmes partout. Okay. Si par contre, vous avez des gens, vous sentez qu'ils parlent avec tout le monde, ils sont sympas, quand ils arrivent le matin, ils disent « bonjour », enfin, c'est tout bête, hein. Mais je vous garantis que ceux-là, comme par hasard, c'est des boîtes qui marchent. C'est le savoir-être. Ah oui, Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le savoir-être. S'assumer, être gentil aussi. C'est pas la peine d'agresser tout le monde. Ça sert à rien d'agresser les autres. Hein. C'est pas parce que vous agressez tout le monde que vous êtes plus intelligent ou plus qualifié. Hein. Ça, c'est pas vrai. Tout à fait. Pour parler d'intelligence, du sujet qui nous ramène, hein, intelligence économique, intelligence artificielle,
Pourquoi est-ce que vous considérez que l'intelligence économique est une compétence que tous les citoyens devraient développer? Ou une matière pour laquelle on devrait tous s'intéresser, à laquelle on devrait tous s'intéresser? Si vous retenez ce que je vous dis tout à l'heure, si vous voulez être efficace dans votre métier, il faut comprendre ce qui se passe autour. Il faut bien connaître votre métier, il faut comprendre ce qui se passe autour. Si vous pensez uniquement que vous allez gagner parce que vous êtes un bon ingénieur ou vous avez inventé un truc génial, moi je vous signe tout de suite que vous allez vous planter. Ça prendra un peu de temps, mais vous allez vous planter. Si par contre, vous êtes capable de savoir comment ça se passe autour, comment fonctionnent vos concurrents, comment est le marché, comment réagissent les gens, se projeter dans le futur, parce qu'il faut en parler, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut se projeter en disant, en définitive, on est là, on est bon, mais qu'est-ce que va être notre marché, notre métier, nos produits, nos activités dans 10 ans, Et là, on essaie de réfléchir, on dit, attention, pour arriver à répondre à ce moment-là, il faut qu'on fasse ça et ça, il faut qu'on change ça, il faut qu'on se remette en cause. Ça, c'est un secret, la remise en cause. Moi, je crois que les gens performants, et dans les entreprises de pointe, eux, ils le sont tout le temps dans leur remise en cause. C'est en permanence se dire, bon, on est peut-être bon à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore meilleur, pour s'améliorer? Et là, en permanence, on se remet en cause. C'est comme ça qu'on y arrive. Alors oui, c'est du boulot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est un état d'esprit aussi. C'est ça. J'entends deux clés. La première, c'est la captation de l'information, donc aller chercher les bonnes informations, et après traiter les informations. Et ce qui utiliser et les utiliser. Et après les utiliser, donc la troisième. Alors si on reste d'abord sur la captation de l'information, quelles sont les routines que vous faites au quotidien pour aller chercher les bonnes informations? Parce que je vous ai entendu dire à plusieurs reprises que 20% des informations auxquelles on a accès sont fausses. C'est vrai, actuellement, oui, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Alors les fake news, là, je laisse les spécialistes expliquer comment ça marche, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses informations parce que les gens, pour des raisons d'ailleurs différentes, ça peut être pour de bonnes raisons ou pour bêtise, ou par incapacité, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'informations qui sont fausses parce que les gens n'ont pas fait l'effort d'aller chercher la véritable information. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas, parce que ça leur plaît pas. Vous avez beaucoup de gens qui refusent de voir une information comme intéressante parce qu'elle ne va pas dans leur sens. Vous savez, moi, quand on parle de renseignement et d'analyse du renseignement, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut, pour qu'un analyste soit bon, il faut qu'il soit apolitique, il ne faut pas qu'il fasse de politique, il ne faut pas qu'il ait de l'idéologie, il faut qu'il mêle rien de son environnement à ça. Il faut qu'il soit froid comme un glaçon. Pour l'analyse, l'analyse, vous êtes froid comme un glaçon, vous regardez tout, et vous dites, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'en fais la synthèse, ça donne ça. Il ne faut pas prendre des biais pour dire, ah non, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas d'émotion. Dans l'analyse, c'est froid comme un glaçon. Il faut prendre des polytechniciens, du coup. Oui, mais exactement. Pas pour la recherche du renseignement, mais pour l'analyse, on prend du polytechnicien qui est froid comme un glaçon. Et puis ensuite, alors après, une fois qu'on a les bonnes... Alors après, celui qui va décider, celui qui est le responsable qui va décider, lui, il va ajouter à cette analyse qui est très froide, sa propre vision, parce que c'est lui qui fait la stratégie. Donc c'est lui qui va dire, ah bah tiens, mais moi je sais ce que je veux dans 10 ans, et voilà, donc je prends ces éléments-là, je sais comment est mon entreprise, je sais les possibilités financières que j'ai. Lui, il va prendre tous les éléments, et il va dire, on va comme ça. Mais l'analyse elle-même, au départ, ce qu'on va chercher, il faut que ce soit froid, surtout. Sinon vous allez vous faire avoir. Et comment vous faites concrètement? C'est-à-dire que le matin, quand vous prenez votre café froid, après avoir pris votre café froid, quels sont les documents que vous allez lire, quels sites vous allez consulter pour avoir cette pureté d'information? Alors, il faut avoir ce que j'appelle le doute constructif. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez, il ne faut en réalité, c'est un état d'esprit, il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit d'entrée. D'accord. Toujours se poser la question, est-ce que ce que j'entends, c'est vrai ou c'est faux? Alors, si vous posez la question dans 80% des cas, vous allez dire, non, c'est vrai, c'est clair, c'est vrai. Mais dans un certain nombre d'autres cas, vous allez dire, mais c'est pas possible.
Ah bah oui, c'était faux et vous ne l'aviez pas vu. Si vous n'étiez pas posé la question, vous ne l'auriez pas vu. Parce qu'on reçoit tellement d'informations tous les jours qu'on se fait rouler dans la farine régulièrement. Hein, et en plus, il y a des gens malins qui vont s'arranger pour vous dire des choses. Hein, c'est ça. Hein. Alors on se fait avoir. Donc il faut au départ, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est douter, regarder et puis récupérer. Et alors ensuite, il y a un deuxième truc, c'est que quand vous avez une info qui vous intéresse, il faut essayer de voir la suite de l'info. Ok. C'est-à-dire attendez, comment je peux vous expliquer ça Bien, je vous donne un exemple. Puis un exemple, vous allez voir, c'est intéressant ça. Si vous avez regardé l'histoire de quand l'Iran a tiré ses missiles sur Israël, ouais. Hein, bon, vous allez voir une analyse froide. Hein, je précise tout de suite, c'est pas de prendre parti ni d'un côté ni de l'autre, c'est pas ça du tout. Okay. Les Iraniens tirent des missiles. Bon, moi, je vous raconte ce que j'ai vécu, moi, comment j'ai eu les infos et comment j'ai fait. Bon. Première chose que je vois des images le soir à la télévision. Hein, on voit les groupes de missiles qui arrivent. Là, vraiment des groupes. Hein, des groupes de missiles. On voit des explosions en l'air. Ça, c'est les antimissiles. Hein, c'est le mur, le dôme. Hein, et puis, on voit au sol des explosions. Et ça, ce n'est pas des débris. Hein, de vraies explosions, on les voit très bien. Donc, moi, je dis, tiens, il y a des missiles qui sont passés. OK. Bon, OK, premier temps. Deuxième temps, l'état-major de Tsahal, les Israéliens, publie à 6 heures du matin, il publie un commentaire en disant « Les Iraniens ont tiré 180, je ne sais pas combien de missiles, la majeure partie a été arrêtée. » Donc je me dis, c'est bien ça, il y en a qui sont passés. Jusque-là, pas de problème, d'accord? Bon. Ça, c'est le premier temps. Mais je me dis, mais où ils les ont tirés? Alors j'entends le matin, 10h, Pierre Lelouch, hein, le journaliste ancien politique, qui dit qu'ils ont tiré sur 3 sites. Un site à Netzarim, c'est une base militaire sur les F-35, une base de F-19, et Netzav, je crois, et un centre du Mossad. Bon, très bien. Donc, il y a, bon, donc ils ont tiré les missiles sur 3 sites. Bon, il y en a une partie qui sont passés. D'accord, on commence à... Bon, je me dis, mais j'ai envie de savoir plus. D'accord, je continue, moi. Hein. Bon, je continue, et je gratte. Et je gratte, et je découvre, chez les Américains, il y a un professeur d'université, je ne sais plus laquelle, qui publie un truc en disant... sur les photos satellites civiles, puisque, entre-temps, est-ce que moi j'aurais dû vous dire, j'apprends que les Israéliens ont interdit toute communication, toute prise de photos sur les fameux sites, dans la région des 3 sites, là, hein, pour que justement il n'y ait pas de fuite. Ouais, donc on ne sache pas ce qui s'est vraiment passé. Bon. Donc je me dis, s'ils ont interdit, logique, c'est qu'il y a eu des dégâts et qu'ils ne veulent pas qu'on le sache. Normal, ils sont en guerre, ils ne veulent pas qu'on le sache. Très bien. Bon, qu'est-ce que je fais derrière ? Je continue à gratter, je découvre qu'un prof américain, il a sorti un article très intéressant, un petit commentaire en disant la base de Netzarim a été touchée, les photos de satellites civils montrent qu'il y a eu 34 impacts. Alors là, évidemment, je vais voir et je m'aperçois qu'effectivement, il y a des impacts, dont 2. Il faut vous dire, il y en a 2 sur des immeubles, enfin des hangars, et il y en a un sur la piste. Ils ont cassé la piste. Donc les avions ne pouvaient plus décoller. Quand même, les F-35. Hein. Bon, alors certes, une piste, ça se répare, mais je me dis là, c'est déjà plus sérieux. Et puis s'il y a eu 34 impacts sur un des 3 objectifs, sans multiplier sur là, c'est peut-être le plus gros, mais il y en a bien eu une vingtaine ou une dizaine sur les autres. Vous voyez ? Donc j'en arrive à dire, il y a 2 tiers des missiles ont été arrêtés, 1 tiers sont passés, hein, et ils ont touché une base de F-35 très sérieusement, et les 2 autres. Bon. Qu'est-ce que je dis après ? Alors là, maintenant, j'ai terminé ma recherche de renseignements. Vous voyez comment j'ai fait hein, dans la journée. Hein. Bon, après, je dis, bon, qu'est-ce que vont faire ? Alors on me dit, les Israéliens vont aller de l'autre côté, tirer de l'autre côté. Et je me dis, mais attends, les Israéliens, ils ont un problème quand même. C'est que puisqu'ils n'ont pas pu les arrêter et que les autres, ils ont encore 2000 missiles, les Iraniens, qui peuvent être lancés, ils ne peuvent pas s'amuser à faire un bombardement maintenant,
parce qu'il risque d'avoir de nouveau une salve et des touchés. Donc, il y a un problème. Le dôme de fer n'arrêtant pas tout, il y a un problème. Et j'ai la réponse 3 jours après. Netanyahou demande aux Américains deux stations de missiles, de lancement de missiles à haute altitude, qui vont être livrées 15 jours plus tard en Israël. Et je dis à ce moment-là, les Israéliens n'attaqueront pas l'Iran avant 15 jours. Parce qu'ils ne vont pas prendre le risque de se prendre une volée de nouveau. Vous voyez ? Ouais. Donc là, c'est ça l'analyse et le renseignement et l'analyse. Vous voyez ? On gratte et à chaque fois, on réfléchit en disant, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et entre parenthèses, c'est bien ce qui s'est passé, puisque vous avez vu qu'ensuite, ils ont fait un tir très petit, parce que les Américains n'ont pas encore envoyé les fameuses batteries anti-aériennes, enfin anti-missiles et autres. Et donc, les Israéliens ne pouvaient pas prendre le risque, parce que sinon, ils allaient se prendre une volée de l'autre côté. Vous voyez ? Donc, et là, vous pouvez, à travers une analyse comme ça, vous allez décoder la stratégie. Alors, quand j'ai dit, moi, dans une émission, j'en ai parlé, j'ai dit, bon, alors, une première émission, on m'a dit, vous exagérez, c'est pas vrai et tout. Bon, à la deuxième, j'ai dit, attendez, ils ne peuvent pas taper maintenant. Comment vous pouvez dire ça ? Ils vont tirer sur les raffineries de pétrole. J'aurais dit, mais vous êtes fous, parce que jamais les autres n'accepteront qu'on tire sur les raffineries de pétrole, les Américains, parce que ça va faire monter les cours. Et si on fait monter les cours de pétrole avant l'élection de Biden et Harris, elle est battue à coup sûr. Donc les Américains, le cours du pétrole, c'est plus important que tout le reste. Donc, je dis, il n'y a aucun risque, ils ne vont pas tirer sur les puits de pétrole, sur les raffineries de pétrole. Vous avez vu, ils ont fait un petit tir et c'est tout. Vous voyez, et ce que je vous dis, c'est ça le renseignement opérationnel. On cherche, mais à chaque fois qu'on trouve quelque chose, on ne se satisfait pas de ce qu'on a cherché, on gratte encore. Continue de creuser, Voilà. Et qu'apporte l'intelligence artificielle dans tout ça ? Du traitement de masse. Donc au lieu d'aller chercher, de se craquer, aller chercher le bon site pour avoir la bonne image, etc., on demande à la masse en entier et on a beaucoup plus de fruits. En fait, c'est comme si l'arbre donnait dans des recherches manuelles 5-6 fruits, alors que l'intelligence artificielle, ça va en ramasser des milliards de tonnes. D'accord. Et donc du coup, il y aura beaucoup plus d'informations qui nous permettront de viser un contexte encore plus détaillant. Mais est-ce qu'elle va nous aider à comprendre ? Parce que là, elle va nous apporter énormément de data. Ouais. Mais là, on sent qu'il y a une expertise sur la compréhension des données et sur la recherche des données. Imaginez si on travaille ensemble. Ah bah c'est ça. C'est ça le truc. C'est pour ça que je vous raconte un truc. Moi, je suis maintenant, je ne suis plus dans les affaires, comme on dit. Je vous dis comment j'ai fait, moi, pour comprendre et pouvoir l'expliquer. Mais il est évident que si je suis avec une équipe, comme une société comme celle-là, où là, ils sont capables d'aller... Je vais avoir en 10 minutes les réponses que j'ai mis 2 jours à trouver. C'est clair. Et beaucoup plus précises, parce qu'ils ont tout l'environnement. Et jusqu'à il y a 4-5 ans, on devait apprendre spécifiquement ce qu'on cherchait. Et on devait l'apprendre en masse de données pour aller le trouver. Maintenant, grâce à l'arrivée de ChatGPT, des LLM, des large models, etc., ce sont des modèles qui en fait apprennent le monde entier. Et ils apprennent le monde entier et ses manières de fonctionner. Et donc du coup, maintenant, c'est même plus simple de mettre des couches d'IA à la place du raisonnement humain. C'est-à-dire, on pose une question, il y a une réponse, ok, l'humain il aurait fait ça, 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 ça ou ça, ok, clac, deuxième question, et on en pose 1000 et on fait ça par tranche. Et on avance petit à petit. Mais est-ce que ça va aider monsieur et madame tout le monde ? Nous tous qui sommes ici, en quoi ça va nous aider ? Parce que là, je mets ChatGPT, je lui dis que, je sais pas, il y a eu un problème sur la 13 tout à l'heure, est-ce que tu peux me dire si au retour il y a toujours le problème ? Ça se connecte à Internet, ça dit non, c'est bon, tu peux y aller, tu peux reprendre la 13. Donc ça m'aide concrètement tout de suite. Ça m'aide pour savoir plein de choses en fait au quotidien. Ton voyage tout à l'heure, si tu décolles dans un pays étranger, alors là, qu'est-ce que je dois prévoir ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois pas manquer ? Moi, je lui pose même des questions sur moi, c'est-à-dire que j'interagis tellement avec cet outil et avec ChatGPT que je lui pose même des questions sur moi-même. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ces derniers temps ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Et qu'est-ce que tu penses que je ne sais pas de moi ? J'ai vu la réponse, ça fait flipper. Ah ouais ? Ah ouais, ça fait flipper. Donc du coup, ça commence à apprendre par nos interactions qui on est. Et donc du coup, ça peut nous servir dans la poche tous les jours. Tout à l'heure, je ne sais pas quoi manger, je vais lui dire ce que j'ai dans le frigo, il va me dire quoi faire.
mais on donne toutes nos datas aux Américains. Non? Ben, on t'en parlait tout à l'heure. Ouais. Oui, Oui, bah mais on oui, les donne depuis actuellement, longtemps. Oui, ça change pas. Hein. Ouais. Ça change pas. Simplement, c'est vrai qu'alors un des problèmes qu'on a pour le futur, c'est que effectivement, il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer. C'est-à-dire que si les systèmes qu'on utilise, si tout est orienté, si c'est biaisé, si je peux dire, hein, alors évidemment, là, ça peut être très dangereux. Hein, mais à nous, justement, d'apprendre à s'en servir. Ça aussi, aujourd'hui, tous les outils qu'on a à disposition, il faut les connaître. Mais il faut suffisamment les connaître pour savoir que c'est fiable dans tel domaine et il faut faire attention dans d'autres. Hein? Okay. Le ChatGPT, là, par exemple, quand on parlait. Alain Juillet, je fais une conférence avec lui. Est-ce que tu pourrais me donner 3 points à évoquer avec lui? Et c'est là que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il va marcher, oui. J'ai pas de réseau. Pas beaucoup. C'est dommage. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup discuté avec ChatGPT aujourd'hui. De toute façon. Ouais. Pour ça. Mais c'est vrai que c'est très utile, hein. C'est très utile parce que ça peut permettre. On a un doute, on se dit tiens, c'est vrai que d'avoir le système qui, par le raisonnement de l'intelligence artificielle, hein, va vous donner des éléments de réponse. Vous là-dessus, il ne faut pas simplement vous contenter de ce que dit l'appareil. Tout à fait. Il faut utiliser ça en allant plus loin. Voilà. Je suis avec Alain Juillet à une conférence. Est-ce que tu peux me dire 3 points à discuter avec lui? Avec Alain Juillet, tu pourrais discuter de ces 3 points. 1. Sécurité économique. Alain Juillet a une expertise en intelligence économique. Tu pourrais discuter... Je reprends. Avec Alain Juillet, tu pourrais aborder 1. Sécurité économique. Échange sur les meilleures pratiques pour protéger les entreprises face aux menaces économiques et aux espionnages industriels. 2. Rôle de l'IA dans l'intelligence économique. Explore comment l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur peuvent renforcer la sécurité économique. 3. Diplomatie économique. Pour discuter avec Alain Juillet, voici 3 points intéressants. Mais oui, ça, il n'y a aucun doute. Et ça, c'est une petite question. T'imagines, tu fais des prompts vachement intelligents. C'est fou. Vous l'utilisez, non, quand même? Ouais, il faut l'utiliser. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut vraiment... Après, je sais que les données vont ailleurs. Non, c'est un vrai sujet, parce que si on se positionne d'un point de vue maintenant un peu géopolitique, nous tous qui sommes en France, on se pose la question de savoir si la France... Alors moi, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que la France est prête pour ce bond-là qu'on va faire dans le futur? Et vous qui avez travaillé dans les renseignements depuis longtemps, est-ce que vous aviez même imaginé qu'on arriverait en 2024 ou au début du XXIe siècle à ce niveau-là de performance des outils? Ah non, absolument pas. Alors là, moi, je suis très heureux d'avoir vu ça. Hein. Je trouve qu'il y a une évolution mais absolument incroyable. Michel Serres, le philosophe, disait qu'il y a eu 3 révolutions dans l'histoire du monde, de l'humanité. Hein. Il y a eu l'écriture, l'imprimerie et maintenant le numérique avec l'intelligence artificielle. Et je crois qu'il a raison. C'est une révolution extraordinaire. On a la chance de la vivre tous ensemble. Il va falloir qu'on apprenne à savoir l'utiliser. C'est ça le truc. On est au balbutiement. On n'imagine pas tout ce qu'on va avoir dans le futur grâce à ça. Hein. C'est un peu comme quand tu dis que tu recherches de manière autonome les informations et que tu y vas. C'est un peu pareil. En fait, il faut apprendre à prompter et à l'interroger pour avoir la bonne réponse. Parce que si tu ne comprends pas le système, tu n'auras pas la bonne information. Et ça, donc, on ne l'avait pas vu venir. C'est vrai que la France, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Mais est-ce qu'elle va pouvoir rattraper ce retard? Et pour quelqu'un qui a une trentaine d'années aujourd'hui, qui se positionne et qui réfléchit sur sa carrière sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années, est-ce qu'il peut se projeter en France dans ces métiers-là? Oui, on a un cursus scolaire mathématique exceptionnel. Mais comme au Maroc, en Tunisie et dans beaucoup d'autres pays, on a ici des grosses industries. Donc on peut déjà être un super ingénieur à l'intérieur d'une très grosse industrie qui fait des rafales, etc., etc. Et donc là, ça peut être vraiment très pointu. Après, j'ai un avis partagé quand on veut créer ici. Okay. C'est-à-dire qu'on a un terrain propice à se former, mais pour la création, il y a 2 choses qui manquent, je trouve. La première, c'est un véritable marché. On est un petit marché.
Et donc, du coup, le volume du marché, un exemple très concret, je bossais avec, dans la vision par ordinateur avec ma boîte 22, avec, j'en sais rien moi, du fast-food en France, et ils m'en ont signé 4, 5, 6. Tu bosses avec du fast-food aux États-Unis, tu en signes 2000. Et ce n'est pas les mêmes revenus. Tu vois, tu passes de 300 000 euros de revenus en France à 4,5 millions là-bas. Donc, du coup, les échelles sont différentes de valeur. Et donc, du coup, le marché est trop petit pour créer des grandes choses ici. Et deuxièmement, j'ai du mal à dire ça des fois, mais c'est la philosophie et le mindset général de la France, que ce soit avec cette espèce de mafia polytechnicienne qui nous dirige, mais en même temps, cette politique est tellement sclérosée et tellement lente qu'elle a du mal à faire évoluer les contextes de loi, en fait, on est dans un pays où il y a des codes quand même, on le voit bien, et ces codes, ils nous freinent, alors que dans d'autres pays, ces codes sont quand même beaucoup moins présents, ou en tout cas, l'erreur ne fait pas partie de l'échec. L'erreur fait partie de la réussite. Et c'est con, tout le monde dit ça, mais je vous jure que c'est vrai, je l'ai vu. Et je l'ai vu quotidiennement aux US, quand tu te plantes, c'est pas grave. Allez, vas-y, dépêche-toi, refais. Tu t'es planté, t'as planté 10 millions de dollars. Ok, je t'en remets 10 et tu retestes sur ça. Tu sais pourquoi tu t'es planté? Ok, bah vas-y, bombarde. Et en fait, c'est vraiment ça la différence. Et j'arrive à un moment où moi, ma première boîte, c'était Coyote, les avertisseurs de radar. Donc, j'ai créé Coyote et j'ai développé Coyote parce qu'en France, on a un problème avec la police et les radars. Et donc, c'était quelque chose de très, très ciblé. Donc, ça a bien marché. Mais maintenant que je fais de l'intelligence artificielle, ça y est, je suis rentré dans le moment où je perds du temps en France. Et je pourrais être beaucoup plus gros aux États-Unis, beaucoup plus rapidement. Et c'est dur à dire, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui a cet intérêt pour la France, quelqu'un qui entend ça, comment est-ce qu'il réagit et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il peut faire pour faire en sorte que... Moi, je crois que ça vient d'être dit, hein, parce que je partage tout à fait ce qu'a dit mon ami. Ce qui est clair, c'est que quand on connaît, on connaît son truc à tous les niveaux, hein, on peut progresser, ce que je disais tout à l'heure, dans son domaine. Et pour progresser dans son domaine, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est sûr que dans le monde futur, on ne peut pas rester uniquement sur Mantes-la-Jolie. Hein, si on dit moi je m'intéresse, je ne veux travailler qu'à Mantes-la-Jolie, je ne veux vivre qu'à Mantes-la-Jolie, moi je peux vous dire, hein, vous allez végéter toute votre vie, bonne chance. C'est un choix. Hein. Moi je critique le choix de personne. Hein. Mais si vous voulez par contre aller plus loin, bon, vous avez appris quelque chose, commencez à regarder où il y a des gens qui sont prêts à vous recruter parce que vous savez faire ça. Alors vous apercevez que c'est peut-être à Paris, c'est peut-être, je sais pas, à Rouen, c'est peut-être bon, peu importe. Et à chaque fois, il faut aller... Vous savez, il y a une expression française que j'aime bien, moi, qui dit « le plat ne repasse jamais deux fois ». Hein, vous savez, quand on vous sert, là, hein, le plat ne repasse jamais deux fois. Si vous n'avez pas pris la première, bonsoir, vous ne mangez rien. Bon, ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on est dans un système dans lequel il faut saisir sa chance, mais à chaque fois, il faut ressaisir sa chance. Hein. Alors, bien sûr, si vous voulez développer une entreprise, en faire une grande entreprise, la tentation américaine, elle est énorme, parce que là-bas, ils ont les financements, ils ont tout ce qu'il faut. Moi, je vais vous dire, si vous voulez vraiment, honnêtement, allez aux États-Unis, parce qu'en France, vous n'y arriverez pas. Si par contre, vous voulez vous développer dans votre activité, vous pouvez travailler en France et travailler à l'extérieur, ou vous pouvez travailler qu'en France, dans une région, dans une autre. Bon. Toutes les possibilités sont... La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rester statique. Moi, je crois que il faut bien comprendre, dans le monde moderne, hein, et ça, c'est peut-être une nouveauté. Avant... Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, on me disait, tu vois, par exemple, les gens dans les sociétés, ils rentraient à 15-16 ans à l'époque, hein, et ils en sortaient pour mourir ou à la retraite. Ils restaient dans la société, ils n'en bougeaient pas, on grimpait doucement, par petits échelons. Bon, aujourd'hui, c'est fini, ça. Il ne faut pas être comme ça. Il faut se dire, moi, je saisis les opportunités, je suis quelque part, ça marche, je regarde ce qu'il y a ailleurs, je vois une nouvelle opportunité, je la prends. À chaque fois, on se relance, on se remet en cause, et c'est là où on progresse, et c'est là où après on dit, j'ai une sacrée vie parce que j'ai bien réussi.
On est d'accord. En plus de ça, pour appuyer même, vous le voyez dans vos voyages ou les gens qui voyagent. Quelqu'un qui voyage est plus riche, quelqu'un qui a plusieurs cultures est plus riche dans la manière de se comporter, de faire. Et on parle de vacances, plus tu voyages en vacances, plus tu apprends des choses, plus tu t'ouvres l'esprit. Imagine si tu fais la même en travaillant 3 mois là, 3 mois là, 3 mois là, 3 mois là. Ce que tu peux créer, la capacité, enfin, elle est partout. L'opportunité est omniprésente. Et quand ici, on se sent bloqué, faut se casser. Non, ça veut dire que pour les... Et juste, je rebondis sur une chose qui a été dite aussi, parce que ça m'a frappé, c'est quand on se plante, mais c'est humain de se planter, on ne réussit pas à tous les coups. Et, quand on se plante, il faut dire je me suis planté et je repars. Dans la même voie, dans une autre voie, je me relance. Alors il y a un moment difficile, et puis après ça repart. Non, moi, ce que je comprends, c'est que la France, en tout cas pour les créateurs, dans ce qu'on a dit, n'est plus une terre d'avenir. C'est ce que j'entends là de tout ce qu'on s'est dit. C'est une terre de départ. Et c'est une terre qui doit être considérée dans l'avenir, mais ça ne doit pas être la place centrale. C'est surtout ça. D'accord. Nous, dans nos milieux, pour nous qui venons d'Afrique, de plusieurs générations, on dit toujours que Africa is the future. Est-ce que c'est quelque chose qui se confirme avec les informations dont vous disposez ? Moi, sur l'Afrique, j'ai une position c'est que je pense qui est bien claire. L'Afrique est un continent en pleine évolution, et là-bas, il va se passer. C'est là où ça va se passer. Les choses vont dans les 20 prochaines années. C'est en Afrique qu'il va y avoir les changements. L'Asie, ça y est, l'Asie, elle est lancée avec la Chine, l'Indonésie, le Japon, l'Inde. Bon, c'est parti. L'Europe, ça dort, un petit peu quand même. Par contre, l'Afrique est un pays en plein développement démographique, développement économique, un continent en plein développement, dans lequel il y a un certain nombre de pays, pas tous, mais il y a un certain nombre de pays qui vont exploser, c'est le cas de le dire, parce qu'ils ont une puissance colossale. Vous savez, quand vous regardez, tout le monde connaît le Nigeria, maintenant l'Éthiopie, on en parle, ou l'Afrique du Sud, ou le Maroc d'ailleurs, qui est en train de faire une percée spectaculaire. Mais regardez à l'intérieur, vous avez des pays comme la République démocratique du Congo, par exemple, c'est le pays le plus riche de la Terre au niveau des mines. C'est considérable. Ce qu'il y a, c'est que ça a été mal géré, il faut dire la vérité. Alors ça ne va pas se faire en un jour, mais vous allez voir la montée en puissance. Et cette montée en puissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra des gens pour l'accompagner. Donc moi, je pense que quand on est africain d'origine et qu'on est ici, on apprend des technologies, on apprend des techniques et tout. Et après, il faut regarder là-bas s'il n'y a pas des endroits où on peut, à plus, avec une expérience d'ici, apporter et une connaissance ou une histoire culturelle qui vous rejoint là-bas, si on ne peut pas jouer les deux à la fois. Moi, je suis convaincu qu'il y a des opportunités magnifiques. Et même pour la France, de s'appuyer sur cette jeunesse. Forcément. Parce que la France, si vous êtes en France, vous avez été formé en France, vous avez eu la chance d'apprendre des choses en France, vous aurez toujours une référence avec la France où vous avez été, mais vous allez aussi ailleurs. Vous voyez, je crois que c'est ça. Quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est clair, aujourd'hui, il y a les États-Unis, il y a la Chine. C'est ça. C'est un choix. Après, on choisit l'un ou l'autre. Mais les deux sont... Tout à fait. Ça marche. Si on regarde un certain domaine, moi je vois dans l'agroalimentaire, par exemple, pour la production agricole, pour prendre un exemple tout à fait différent. Aujourd'hui, sur l'Afrique, il va y avoir... Ne serait-ce que parce qu'il y a une démographie terrible, il va falloir nourrir les populations, donc il va falloir avoir une très forte capacité au niveau agricole et alimentaire. Vous avez on peut être formé ici au départ, mais après il y a des opportunités là-bas, comme consultant, comme conseil, comme entreprise, il y a plein de trucs. Je dis ça, mais on peut citer plein d'autres choses. Et les gouvernements sont en train de se mettre en place. Je connais bien le Sénégal, avec c'est magique. Le nouveau gouvernement sénégalais est exactement ce qu'il faut pour le Sénégal, parce qu'il est jeune. Connaissant technologiquement et techniquement, et ils veulent fermer vraiment la page de tout ce qui s'est passé avant et passer dans un développement souverain. Et pour le coup, ils mettent en place ce qu'ils ont aussi appris du monde, parce qu'il y a accès aux technologies de partout maintenant. Donc du coup, ils sont en train de mettre un système en place qui est magique. On parlait du Maroc tout à l'heure. Pareil, le Maroc, il a le vent en poupe en ce moment.
et même, enfin, Eddy dans la salle le voit, mais on a beaucoup de cifres et de mathématiciens qui sortent des écoles de Casa ou Il faut expliquer cifres, c'est les doctorants. Pardon, ouais, c'est les doctorants. Donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes, surtout je vois Maroc, Algérie, Tunisie qui postulent dans nos entreprises d'IA. Et quand ils arrivent, donc nous, ils n'ont pas de carte de séjour, ils n'ont rien, mais le fait de déclencher la cifre, c'est-à-dire qu'ils soient post-doctorants ou doctorants et qu'ils exercent dans une boîte française, du coup, ça leur permet d'avoir une carte. Bon, on se rend compte que mathématiquement, franchement, ils sont hyper balèzes et ils ont un truc en plus qu'on a tous, je pense, ici dans la salle, c'est la dalle. La grinta. Et la dalle. Et cette dalle, c'est horrible, je reviens sur mon petit polytechnicien, et on n'a pas ici pour faire des trucs, mais Eddy le sait dans la salle, tu prends un polytechnicien et quelqu'un qui a la dalle et qui vient d'Algérie, mais ça n'a rien à voir en termes de production, en termes de... Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, profitons de ça, et je pense que oui, l'Afrique, il y a des milliards de choses à faire maintenant. C'est plutôt chaque pays maintenant qui devient leader de son propre développement, je trouve. Et ça, c'est bien. Ça, il faut pas voir. C'est plus la France. La France, là-dedans, elle est partie maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est que les pays, je suis d'accord. C'est les Chinois maintenant. Je crois que les Chinois. La population extérieure à l'Afrique, la plus importante en Afrique, sont les Chinois. C'est plus les Français. C'est eux mes concurrents là-bas maintenant. C'est eux qui sont maintenant là. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on est... dans ces pays-là, le problème, c'est qu'il faut qu'ils se libèrent, chacun de ces pays, d'un système qui leur a permis de faire une certaine évolution. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de passer à une vitesse supérieure avec tous les problèmes dont on a évoqués. Et c'est là où, justement, ils ont besoin de s'ouvrir. Et ils ont besoin de gens qui vont leur apporter ces éléments-là. Et qui ne doivent pas être, justement, ces grandes sociétés traditionnelles qui avaient un système qui ne fonctionnait mal. Parce qu'ils n'ont pas apporté, justement, toute cette modernité. C'est la jeune génération qui apporte la modernité. C'est cela. Tout à fait. C'est pas les gens de 50, 60 ans, c'est la génération des 30 ans qui vont apporter le futur. C'est eux qui construisent le futur, c'est pas les vieux. Donc la clé, c'est l'éducation. Une des très grandes clés, c'est l'éducation. À long terme. Oui. Mais pour les enjeux là, des 20 prochaines années, on n'est plus sur des réflexions très longues. Est-ce que, par exemple, les pays africains que vous avez vus, est-ce qu'ils sont armés pour pouvoir prendre en route cette vague-là de l'intelligence artificielle? Il y a une certaine élite dans ces pays-là qui est allée étudier aux États-Unis ou ailleurs. Et eux, ils ont un devoir de revenir, je trouve, on en parlait tout à l'heure, un devoir de revenir et de structurer tout ça. Voilà, c'est ce qui se passe au Sénégal. Le nouveau président a étudié en France, aux États-Unis, et revient en disant, voilà, maintenant je vais appliquer les méthodos qui marchent avec les miens. Et je pense qu'on est en train de... Après, comme tout, ça prendra beaucoup de générations, comme d'hab, 2-3 à changer. Donc il faut prendre la balle au bon, et c'est ça le plus dur. Donc c'est à nous aussi d'aller traiter dans les pays d'Afrique avec égalité, équité. Et c'est pas encore gagné. Mais la mécanique est en marche, ça y est, c'est irréversible. C'est ça qu'il faut voir. C'est lancé, c'est irréversible. Il faut du temps, bien sûr, il faut toujours un peu de temps. Mais cette fois-ci, c'est parti. C'est ça. Et vous, ce que vous dites, c'est que tous les renseignements que vous avez... Parce que moi, ce qui m'intéresse avec votre expertise, c'est que normalement, vous devez voir les choses. Absolument, dans le monde de 2050, on sait qu'en 2050, l'Afrique représentera un quart de l'humanité, et que là, normalement, ce sera un point de bascule. C'est clair, Qu'est-ce qui va se passer selon les informations dont vous disposez? Alors j'ai compris qu'avec l'agriculture, on devra nourrir tous ces personnes. Non, mais il n'y a pas continent. L'agriculture, je citais ça comme exemple parce qu'il y a aussi l'industrie. L'Afrique est un pays, un continent extrêmement riche au niveau des miniers par exemple. Une base évidente, c'est que la transformation des matières premières doit se faire sur place pour créer de la valeur ajoutée, et que cette valeur ajoutée, elle soit utilisée sur place pour le développement économique. Contrairement à ce qui se passait jusque-là. Parce que regardez, avant, par exemple, le pétrole, il y avait le pétrole, ça partait, et les raffineries, elles étaient dans d'autres pays. Donc la valeur ajoutée, on achetait le pétrole pas cher, et la valeur ajoutée, c'était dans la transformation par la raffinerie, ça se passait ailleurs.
il faut imposer les raffineries en Afrique. Et ainsi de suite. Dans tous les domaines, c'est pareil. Il faut amener la transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des gens capables de gérer ça, de gérer aussi bien la production que les récoltes, que la transformation industrielle, et ainsi de suite, que les mines. C'est tout un ensemble, en définitive. Tout à fait. Hein? Alors nous, ici, ça nous paraît évident, parce que nous, on est là-dedans, tout fonctionne ici. Mais il faut regarder dans tous ces pays-là, avec le développement qui est en cours, évidemment, il va y avoir des besoins colossaux. Et alors là, on fait de l'intelligence économique, il faut regarder en disant, là, tiens, là c'est intéressant, là. Là, il y a un truc à voir, on pourrait peut-être y aller. Mais la France ne met pas en place justement, dans l'intelligence économique, il y a les mécanismes de protection aussi. Oui. Mais est-ce qu'elle ne met pas des mécanismes de protection pour éviter que nous, jeunes qui avons été formés en France, on s'en aille? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu? Non, alors non, honnêtement, je pense pas. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que le problème que alors en France, hein, le problème qu'on a en France, c'est qu'en définitive, on sait mal utiliser nos jeunes, quels qu'ils soient, de quelque origine qu'ils soient, on sait mal les utiliser. Hein, parce qu'on est dans un système d'éducation nationale, l'enseignement supérieur, on est dans un système qui n'est pas orienté vers la vie. Hein, on fait des études. La sortie de l'étude, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous avez un diplôme, vous êtes un grand spécialiste. OK. Maintenant, si on parlait sérieux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne sais pas. Vous voyez? C'est ça le problème. On ne sait pas transformer la recherche ou la réflexion, si vous voulez, en action. Or, le secret du futur, il est dans l'action. C'est ça le truc. Je dis souvent qu'on n'est pas bon en vente et en marketing et on a un petit marché, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Et en vrai, on bloque là. Hein. On est excellent en recherche. Dans l'intelligence artificielle, on est hyper bien financé par le crédit impôt recherche, par le crédit impôt innovation, vous savez, quand on est jeune entreprise innovante, on paye moins de charges sociales. Donc, si je te paye 10 000 € par mois, je paye, moi, normalement 10 000 € de charges. Mais là, quand tu es une JEI, jeune entreprise innovante, au lieu de payer 10 000 à l'État, je paierai 6 000. Et ce qui fait que je peux plus embaucher, je peux plus tout ça. On a chercheurs. On a aussi, quand on est chercheur, plus facilement des aides de la BPI, des aides de l'Agence nationale de recherche. Là, ça nous bloque un peu, parce que quand tu as une aide de la BPI, tu ne peux pas te casser aux États-Unis ou dans un autre pays. Tu es bloqué ici. Donc, du coup, c'est timekeeping, c'est ça? Ok. Je sais que toi, tu dois nous quitter dans pas longtemps. Et en fait, ce que je dans 15 minutes. C'est qu'il y a vraiment un question-réponse et que tu sois aussi là. D'accord, ok. Là-bas, j'avais imaginé que tu participais pas à ça, mais c'est trop intéressant que tu sois ok, cool. là pour que les gens puissent participer aux questions-réponses. Avec plaisir. Ok, bon. Tu m'arrêtes. Non, mais... 15, à 20h10, 15. Faut que je sois à 30 à Paris. Donc là, je vais déjà rouler à 200 tout ouais, le long. là, déjà, là, avec les radars. Ouais. J'ai un coyote. C'est utile. Ouais, bon, on va laisser les questions au public, alors. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'il faut qu'il y a un micro-baladeur? Ah ouais, il y a du monde, ça fait... ah ouais, d'un coup, ça fait plus peur. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange hyper intéressant. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle notamment pour réunir de l'information avant de prendre de la décision, mais dans le processus que vous avez décrit, Monsieur Juillet, je comprends que c'est l'humain qui, in fine, doit prendre cette décision. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ou même demain, l'intelligence artificielle va même nous aider à prendre la décision? Et votre vision de l'intelligence artificielle décisionnelle? Oui, absolument. Alors, si vous voulez, il y a une expérience qui a été faite, je peux vous dire, c'est par je vous cite la société, hein, je ne fais pas de pub pour ça, mais c'est Microsoft en Angleterre, dans un laboratoire en Angleterre, il y a 2 ans. Ils ont dit, on va vous donner les résultats des matchs de foot de la Football League sur 10 semaines. Tous les matchs, on va vous donner les résultats. Bon, c'est énorme. Bon. Alors, ils ont donné les résultats, on a vu les 10 semaines se dérouler, et puis on a vu le résultat final, on a regardé. Et 90% de bons résultats sur 100.
C'est-à-dire qu'actuellement, alors avec toutes les techniques, hein, les technologies, les trucs, ils avaient tout intégré. Hein, mais ça veut dire qu'on peut réduire, si vous voulez, l'individu, normalement, il a droit, enfin, si je vous dis c'est oui ou c'est non, c'est 50% de se tromper, hein, normalement. Bon. Si vous êtes cultivé, la connaissance, tout ce que vous voudrez, allez, ça sera 60-40. Hein, 60 si vous êtes plus cultivé, et puis 40 si vous n'êtes pas. Donc, OK. Mais avec les moyens d'intelligence artificielle actuels, on va réduire cette marge d'incertitude, si vous voulez, de se tromper à jusqu'à 10% pendant l'exemple anglais. Quand vous avez une décision à prendre, si je vous dis vous avez 50% de chance de vous tromper, c'est une chose. Si je vous dis vous avez tous les éléments que je vous donne, vous avez 10% de chance de vous tromper, c'est plus la même chose. Vous voyez ? Or, on y va. Hein. Donc oui, ça va devenir une aide formidable à ceux qui sauront s'en servir. Alors là, on rentre dans un autre domaine, c'est qui saura se servir de tout ça. Et ça, il faut avoir effectivement, il faut apprendre. C'est pas compliqué, hein, mais il faut simplement apprendre. C'est pour ça que Stars Up est là, hein, d'ailleurs. Petite pub. Et ça sera en fonction des cas d'usage aussi, tu sais. En fait, tu vois, déjà aujourd'hui, les Tesla, si tu regardes pas et qu'il y a une voiture devant qui freine d'un coup, ouais, voilà, elle prend la décision de freiner, tu vois. Et là, tu lui dis merci, parce que sinon, ça aurait tapé. Et après, pour plein d'autres choses, il faut absolument pas qu'elle prenne la décision pour nous, tu vois, même pour juger sur des choses sur nous. Donc, en fait, c'est une question qui est hyper large. C'est comme, tu vois, le mot intelligence artificielle. Il y a de la robotique, de la vision, du langage, il y a plusieurs techniques mathématiques, il y a le deep learning, il y a le... En fait, c'est tellement large que le terme intelligence artificielle, pour moi, il va évoluer. Et donc, pareil, tu vois, à l'intérieur de l'IA, tu auras plusieurs types de décisions. Tu vois déjà dans l'IA Act qu'a fait l'Europe, tu vois, tu as les IA très critiques, etc., en fonction de leur capacité d'action par rapport à nous, l'être humain. Ben, on commence à avoir déjà des catégories. Donc en fait, ça sera vraiment en fonction de quel type de cas d'usage tu auras que ça pourra être automatisé ou pas, je pense. Des questions encore ? Bonsoir. Alors moi, merci pour ce discours, mais je vais être sincère, moi ça ne me rassure pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Moi je suis chef d'entreprise et je me dis où est la limite de l'intelligence artificielle et demain, est-ce que l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain en fait ? Moi ça me fait très peur. Bah, je pense qu'on est une espèce qui doit se dire qu'on va être inférieur à une autre espèce un jour. Non, je rigole, t'imagines ? Là, je commençais fort. Non. Je pense que, pour répondre très intelligemment, je pense qu'on sera mort avant d'avoir vu ça. Et je pense aussi que c'est nous qui allons le digérer à la hauteur de la capacité qu'on a de digérer ces choses-là. Si tu n'es pas d'accord, t'es pas la seule à pas être d'accord. Et donc, du coup, les lois, elles vont mettre du temps à évoluer. Dès que les systèmes vont arriver, on va les refouler. Et en fait, moi, je le vois, hein, je fais la même IA depuis 8 ans. Il y a 8 ans, je pouvais déjà vendre, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais à Renault, le fait de contrôler la chaîne de production. Mais pourquoi ça n'a pas été mis il y a 8 ans ? Parce que les syndicats ont refusé d'avoir des caméras au-dessus de la chaîne de production qui analysent les gestes qui se passent autour des voitures. Et donc, du coup, c'est l'humain qui a freiné, pas parce qu'il ne comprenait pas, ou parce qu'il n'en veut pas tout de suite. Et il a bien fait, parce qu'aujourd'hui, on arrive un peu mieux à expliquer ce qu'il y a derrière les caméras quand il y a des algorithmes. Et donc, du coup, on peut leur expliquer en ouvrant la palette, en leur disant, voilà, là, ça ne te reconnaît pas toi, parce qu'il y a un floutage de ta tête. Ensuite, ça ne t'identifie pas. Et en fait, à l'acculturation vient la confiance. C'est normal que tu n'aies pas confiance et même moi, quand je vois ce que c'est capable de faire, si ça va loin et vite, on peut être embêté. Mais je pense qu'on est un super filtre à l'acceptation des choses et qu'on ne se laissera pas faire. Je pense. Enfin, j'espère. Merci. Est-ce que le métier de développeur ne risque pas de disparaître avec l'intelligence artificielle et la recherche d'informations ? Et puis tout à l'heure, vous nous avez montré que le médiateur qui était exceptionnel ce soir, mais ChatGPT fait encore mieux. Donc en fait, parmi vos trois métiers... Il fait mieux carrément il a été très concis, très précis. Et en fait, d'après vos trois métiers, voire vous, monsieur Juillet, tous les métiers que vous avez faits,
lequel vous pensez qu'il existera encore d'ici 20 ans? Dans tous les métiers que vous avez fait, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans le directeur commercial, dans le marketing, ou bien dans la recherche d'informations. Voilà, tous ces métiers, en fait, quand on essaie de se projeter, ils vont disparaître. On imagine que l'intelligence artificielle. En gros, tous les métiers vont disparaître, c'est ça, en gros, où tous les métiers vont changer. Tous pas forcément. Qu'est-ce qui va rester, en fait? Les métiers que vous nous présentez. Non, attendez, je crois qu'il ne faut pas. Dans l'histoire du monde, vous avez toujours des métiers qui ont arrêté parce qu'ils ont été remplacés par d'autres, parce que le monde a changé, les comportements ont changé, ce qu'on utilisait à une époque, on ne l'utilise plus aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y a une évolution. Il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers qui se créent dans tous les domaines. Hein. C'est sûr que la guerre, vous parliez des militaires par exemple, la guerre telle qu'on la faisait il y a quelques années, quand j'en vois aujourd'hui avec les robots en particulier, hein, les robots qui arrivent sur le champ de bataille, pas seulement les drones, hein, mais également les robots terrestres, hein, ça devient absolument différent. Parce que quand on a un problème, on envoie le robot devant et c'est le robot qui prend les coups. Avant, c'est les pauvres types qui se faisaient tuer. Tout ça, c'est en train de changer. Je ne dis pas que c'est un bien ou c'est un mal. Pour moi, c'est une évolution. Hein. Alors, dans tous les métiers, c'est pareil. Donc, quand on vous parle effectivement d'une époque en disant, voilà, nous, on a fait ça, ou voilà comment ça se passait, très bien. Dans le futur, voilà ce qu'on imagine qui va se passer. Hein. Et à partir de là, on réfléchit, et puis on a raison, on a tort. On peut se tromper aussi. Hein. On n'est pas Madame Soleil. Hein. On n'a pas toujours raison à 100%. Mais il y a des choses qu'on voit assez clairement, si je peux dire. Vous voyez ? Pour reprendre l'exemple de militaires, par exemple, quand vous regardez la guerre actuelle, ça ne paraît pas, hein, mais ça a commencé en Arménie avec les drones turcs qui tiraient sur les Arméniens. Ça a continué avec l'Ukraine. Moi, je peux vous dire que dans la guerre moderne, maintenant, il y a toute une partie de ce qui était encore valable il y a 10 ans, c'est fini. Les drones ont tué toute une partie de l'action militaire. Les chars en particulier, les chars dont tout le monde disait encore que c'était quelque chose de fantastique. On avait des chars qui nous coûtaient des fortunes. Je note que les Américains ont retiré leurs derniers chars, les Abrams. Ils les ont retirés du champ de bataille en Ukraine pour ne pas les voir démolis, pour pouvoir avoir des chars qui valent 100 millions de pièces, hein, être démolis par un drone qui coûte 200 000 euros. Parce qu'évidemment, c'est pas... Or, c'est ça. Actuellement, on en est là. Vous voyez ? Donc, tout est en train de changer. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bien ou c'est un mal. Nous, il faut qu'on... Par contre, ça, c'est de l'intelligence économique. Il faut qu'on réfléchisse en disant, par rapport aux besoins qui vont arriver, voilà ce qu'il nous faut. Voilà ce qui va être nécessaire. Et là, pour moi, hein, l'intelligence économique, d'une part, elle nous aide, et l'intelligence artificielle va nous aider à être plus rapidement et plus vite, et de manière plus précise, performant. Parce qu'elle va nous dire, non, attendez, là, dans tous les choix, là, c'est celui-là qui est le bon. Ah bon, ok. J'ai aussi un petit exemple pour répondre à ta question sur les métiers qui disparaissent. Je pense que c'est un positionnement philosophique. Tu vois, parce qu'il y a toujours eu des métiers qui ont disparu. Donc, du coup, est-ce que j'ai peur qu'il y ait des métiers que je connaisse qui disparaissent, ou est-ce qu'au contraire, je veux qu'il y en ait des nouveaux qui se créent et qui fassent diminuer les métiers pénibles? Et tu vois, je prends souvent l'exemple des caissiers et des caissières dans les magasins. Tu vois, je l'ai fait quand j'étais petit, beaucoup, à Franprix. Et en vrai, sur 10 personnes qui me passaient sur le tapis, il y en avait un qui me disait bonjour, et puis 2-3 qui me regardaient, et puis le reste, ils s'en foutaient, tu vois. Et je m'étais dit à l'époque, mais je parle poliment, quel est cet enfoiré qui a créé ce poste de mettre derrière un tapis, que tout le monde me file ses produits, que je les bip, et que je lui dise au revoir, et que ça coûte tant. Tu te rends compte? Qui a dit qu'un cerveau humain, par la richesse qu'il a et sa complexité, on le fout à scanner des produits juste pour contrôler, parce que je suis le patron, je veux pas qu'on me vole et je veux que ce soit un humain qui contrôle. Tu vois comme tu réduis
la puissance d'un cerveau humain à faire une action pénible, répétitive, qui sert à rien. Et en fait, quand j'étais dans ce milieu-là et dans ce moment-là, je m'étais dit, mais il faut que je le tue, ce métier. Il faut que je le tue, il faut que personne connaisse ce truc-là. Et en fait, bah, tu vois, avec l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur, on arrive maintenant à faire des magasins autonomes, à faire des passages automatiques, et puis ça contrôle en temps réel si tu as bien tout scanné, etc. Moi, je suis content d'arriver à ce genre de truc. Alors après, la question d'après, c'est, ouais, mais William, qu'est-ce que tu fais pour le caissier ou la caissière? Maintenant, il devient quoi? Je suis pas encore dans la politique, mais pour le coup, je pense que pour le coup, tu vois, je pense que c'est plutôt ça. C'est la formation, l'évolution des jobs, mais arrêtons de flipper sur les jobs qui vont se détruire. Regardons plutôt ceux qui vont se créer, ou même bougeons-nous le cul à créer des nouveaux jobs autour de tout ça. Et je pense que c'est ce que vous faites très bien ici, Eddy et toute l'équipe, c'est apprendre à des gens qui sont pas dans ces milieux-là à fonctionner, à travailler sur ces secteurs-là qui vont permettre demain, car on a la dalle, de créer des nouveaux jobs. Tu vois un peu la philosophie plutôt qu'on a? Derrière. On t'entend pas d'ici. Ouais, je vais passer à la question suivante, comme ça il y a tout le monde qui participe. Bon, merci pour ta question. Bonjour tout le monde. Du coup, moi je reviens juste sur ce que tu as dit et je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je prends l'exemple souvent de la robotisation des usines. Ouais. Du coup, effectivement, ça a tué de l'emploi, mais derrière, ça évite que l'humain fasse un boulot finalement fatigant, éreintant, etc. Et du coup puisse faire autre chose. Alors évidemment, après, il faut lui trouver du travail pour faire autre chose, mais je te rejoins là-dessus, et du coup faire quelque chose d'un peu plus stimulant. Moi, j'avais une question pour toi, William. Du coup, tu disais, la France, c'est un... En gros, à partir d'un moment, ça te limite dans ton développement. Et du coup, justement, tu as parlé du fait que la France, les Européens en particulier, eh ben, ils mettent en place des normes, etc. Enfin, en gros, ils freinent beaucoup. Et est-ce que du coup, c'est pas justement lié à la France et à l'Europe? Est-ce que c'est pas justement ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit marché? Si, c'est possible. Ça, je pense que c'est une des composantes. Tu sais, tu la connais, cette blague où les Américains inventent, les Européens légifèrent et les Chinois copient. Tu avais vu ce truc-là? En vrai, c'est de là qu'on vient tous. C'est-à-dire que nous, on a toujours eu un rôle de cadrer les choses parce qu'on est une ancienne société. Et puis, du coup, on a eu des gros... on va dire, personnes de loi importantes qui ont imposé des cadres, et donc on fonctionne dans ces cadres. Donc j'ai l'impression que l'Europe est assujettie à ce genre de choses, on se pense intellectuel, et donc du coup, voilà, on freine sur tout ce qui est... Putain, je vais dire un truc un peu profond et grave peut-être, je suis désolé, il faut me reprendre, mais moi je pense que la vie c'est cyclique, et que tu as des gens qui s'endorment à un moment, et tu en as d'autres qui renaissent, et tu en as d'autres qui s'endorment, et tu en as d'autres qui renaissent, et je pense qu'on s'endort en ce moment, et qu'en fait légiférer et cadrer, ça permet de moins tomber vite et puissant que prendre des risques et se casser la gueule. Et donc du coup, je pense qu'on est sur un territoire aujourd'hui qui retient la chute, versus qui a envie de créer de l'opportunité. Et donc, c'est pour ça qu'on est tout content de poser ces cadres et ces lois. Et en effet, parce que derrière, il n'y a pas des exemples de réussite qui ont d'énormes marchés. Donc, on s'accroche un peu plus à ces choses-là. Mais, enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Oui, ça. Allô, allô. Oui. Bonsoir, merci pour cette conférence. J'ai 3 enfants et je voudrais savoir quelle serait la liste des métiers sur lesquels je devrais les orienter pour prendre le train justement de l'intelligence artificielle. Ils ont quel âge? 11 ans, 9 ans et 4 ans. 4 ans, ça va être chaud de se prononcer. Complicado. 11 ans, déjà... Attends, parce que tu vois, tout à l'heure, on disait le code. Ouais, mais Léo Code. Il y a 3 ans, je t'aurais dit, mais Léo Code. Le problème du code, c'est qu'on en a fait la promo pendant X années. C'est fini maintenant. Aujourd'hui, c'est obsolète avec le no-code. Ouais. Déjà. Vous avez vu, Google vient d'annoncer que 30% de leur code était créé par ChatGPT, ça y est. Ouais. Donc c'est beaucoup, hein, et même nous, on commence à l'intégrer. Nous, on vérifie le code qu'on fait grâce à tout ça, mais on ne le crée pas encore. Mais pas le code. Attends, je mettrai dans quoi?
En vrai, je mettrais déjà dans des formations plutôt autour de l'humain, c'est-à-dire l'émotionnel. Vu que, je ne sais plus quelle question me faisait penser à ça, mais pour moi, il y a deux chemins dans cette vie pour nos cerveaux. Tu as un chemin analytique, dans lequel on s'est tous mis ces derniers temps, et surtout en Europe, parce que ce chemin t'impose par des écoles, etc. Donc, tu as un cerveau analytique, mais tu as aussi un chemin de cerveau émotionnel et de bon sens. Tout à l'heure, là, quand vous avez commencé à parler, vous avez, pour moi, et en tout cas toi, Alain, tu as beaucoup parlé de bon sens. Tout ce que tu disais, comment tu fais les choses, ben ouais, moi je me disais dans ma tête, ouais, mais c'est logique, je fais la même, mais ça c'est du bon sens, je ne l'ai pas appris, ok. Et en fait, cette espèce de bon sens, développer l'émotionnel et le bon sens, je pense que c'est la première chose, parce qu'ils s'en sortiront en communiquant avec les autres, en se créant des opportunités avec les autres, et du coup en traversant les frontières. Donc tu vois, déjà, je pense, une couche d'éducation de la prise de risque et de l'humain. Et ensuite, sur les mathématiques. Les mathématiques. En fait, les mathématiques, c'est la souche de tout. Je pense que les mathématiques sont vraiment le truc à faire pour les 30, 40, 50 prochaines années, parce qu'on aura besoin de ces mathématiques pour continuer à développer les programmes qui sont en train de sortir actuellement. Et tu le vois d'ailleurs, tous ceux qui ont créé ChatGPT, toutes les équipes que je vois et que je connais sont tous des docteurs en mathématiques. Tous. Donc foncez dans les mathématiques. Mais si on en croit la discussion qu'on a eue tout à l'heure, et je vous laisserai rebondir là-dessus, c'est que ce n'est pas tant un métier vers lequel il faut orienter, plutôt que de leur permettre d'acquérir des compétences qui sont la curiosité intellectuelle, toutes ces soft skills-là qui nous permettent d'évoluer dans la société, non? Oui, ben c'est on l'a dit tout à l'heure, il y a une évolution du monde qui fait qu'il y a des métiers qui se créent et des métiers qui disparaissent. Je crois que plus personne ne peut penser sérieusement que le métier qu'il fait qu'il commence quand il a 20 ans, ben il fera le même à 60 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il aura changé 2-3 fois de métier dans sa vie au moins, hein, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça veut dire que la première chose, moi je pense avant tout, c'est d'abord d'apprendre à ses enfants de la flexibilité. C'est-à-dire se dire, attention, j'apprends des bases, bien sûr, mais ensuite ces bases, j'aurai à pousser un peu dans un sens ou dans un autre, chaque fois qu'il va falloir que je rebondisse, parce que j'aurai à rebondir. Ça, pour moi, c'est très important. Hein. Bon, le deuxième, c'est effectivement, aujourd'hui, on supprime les emplois, et on va supprimer de plus en plus des emplois qui étaient très importants dans le passé. Le boulot de secrétaire, par exemple. C'est important dans nos sociétés, le travail de secrétaire, hein, hommes ou femmes qui sont secrétaires, qui font du secrétariat. Mais avec les systèmes modernes, on dicte, l'appareil, il enregistre, il corrige les fautes, il sort un papier super. On lui dit à classer dans tel endroit, il classe automatiquement. Qu'est-ce qui reste à la secrétaire? Pratiquement rien. Prendre des rendez-vous? Même plus. Maintenant, regardez Doctolib et les autres, ça devient automatique. Donc, on voit bien qu'il y a toute une partie de ces métiers qui sont pourtant très importants en nombre, hein, eh ben, ils vont disparaître. Mais alors, bien sûr, il y a ceux qui disent il faut empêcher ça, comme je disais tout à l'heure, hein, il faut empêcher ça, c'est une catastrophe et tout. Non, c'est une réalité. Plutôt que de dire il faut empêcher ça, ou on va couler, mais on coule tous ensemble, il vaut mieux se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre métier, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme autre métier pour remplacer celui qui est en train de disparaître. Et moi, je crois que c'est ça. Et quand vous êtes ceux qui sont ici dans cette formation, pour moi, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on vous donne les clés d'autre chose. Alors, ça va être, pendant un certain temps, ça va très bien marcher, puis vous allez vous perfectionner, vous serez meilleur et autres. Mais il faut vous dire, peut-être qu'un jour, il faudra encore que je change. Voilà, c'est ça. Alors, derrière, c'est indiscutable, hein, on a une évolution qui fait que les mathématiques, tout ce qui était, toute cette partie, je dirais, technique et le numérique, dans tous ces aspects, indiscutablement, aujourd'hui, c'est là où ça se passe. C'est clair. Et c'est là où ça va se passer pour les 20 prochaines années, c'est clair. Hein, c'est pas dans des boulots classiques et anciens, c'est fini, ça. Donc il faut s'y préparer. Par contre, après, on verra. Hein. Je crois qu'on va libérer William. J'ai réussi ce que je te disais. J'ai réussi à dire que je partais d'ici une demi-heure. Ok, bon, parfait. Moi, j'ai une question sur Trump avant de vous donner la parole. 20h19. Ouais, toi, tu veux peut-être y aller, ouais. Il faut que tu ailles juste. Ouais. Ah. Vous aviez annoncé que Trump allait gagner. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact
sur... Oui. Ça va avoir pour impact un durcissement de l'Amérique au niveau des importations européennes vers l'Amérique. Ils vont mettre des taxes en plus. Donc ça va nous pénaliser, nous, dans nos exportations. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils vont encourager les usines européennes performantes à venir s'installer aux États-Unis. Ça commence avec les Allemands. Donc ça va continuer de plus fort. Et puis il n'y a pas que là. Dans plein de domaines, ils vont essayer d'attirer tout le monde. Et nous, en face, ça va être dur parce que justement, on va se trouver devant un bloc très uni, très solide, hein, et ça va être difficile parce que nous, en face, l'Europe, on est en ordre dispersé. Hein, c'est du chacun pour soi en Europe. Hein. Donc on a un bloc énorme et en face, on a des petits pays, même comme le nôtre, parce que par rapport au monde, c'est un petit pays. Hein, et tous ces pays-là, ils vont souffrir. Ça va être... Donc on va avoir un moment pas facile. Mais d'un autre côté... Et là, je reviens à ce qu'on disait, il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Afrique qui est en plein développement, il y a l'Asie qui est devenue 50% de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est en Asie, donc ça vaut le coup de regarder. Et là, il y a des opportunités extraordinaires pour nous, parce que dans tous nos domaines. Donc là, on voit bien, il y a plein de choses aujourd'hui, plein d'opportunités, mais pas forcément au même endroit qu'avant, ça c'est sûr. Ok. Excusez-moi, j'ai pris une question. Je vous rends la parole. Okay. Bon. Du coup, merci beaucoup en tout cas pour la conférence. J'avais une question pour M. Juillet et une autre question en fait pour vous. Du coup, la première question pour vous, M. Juillet, c'est quoi les conseils que vous pouvez donner en fait à un jeune, enfin en tout cas je parle de moi, en tant qu'étudiant en école d'ingénieur et qui veut se lancer en même temps en fait en termes d'entrepreneuriat en fait, tout ce qui est leadership. Et la deuxième question pour vous, c'est quoi, à votre avis, en fait, ce qui manque à la France pour donner, en fait, pour être dans tout ce qui est renseignement à l'échelle mondiale, en fait. Enseignement en termes d'intelligence artificielle, bien sûr, je parle. Je commence. Oui, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Aujourd'hui, pour un Français, pour un jeune Français, aujourd'hui, je crois qu'il faut surtout ne pas rester avec une vision uniquement française. Même si on travaille en France, il faut se dire qu'on est dans le monde. Et le monde, il évolue, il change. Et donc, il faut regarder l'évolution. Enfin, il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Hein. Ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce que ça peut avoir comme conséquence pour nous. Hein, quand par exemple, je prends l'Europe par exemple. Bon, c'est clair que les pays, les pays par exemple la France, l'Espagne, l'Italie, les pays du sud de l'Europe sont des pays dans lesquels il y a aujourd'hui, on a des capacités, mais des capacités qui sont assez mal exploitées sur le pays au niveau national. Hein, on voit bien. On a beaucoup de gens qui sont formés. En définitive, on n'a pas de temps. On a des problèmes d'emploi de ces gens-là, de nous tous. Hein. Il y a des problèmes d'emploi et bon. Et d'autre part, est-ce que nos entreprises ont cette capacité de faire travailler les gens avec des relais de croissance sur l'international, parce que c'est ça le secret. Comme nous, on stagne au niveau français. Il faut être honnête, hein, notre économie, elle stagne. Hein. Donc les seuls relais de croissance, c'est soit des innovations, alors là on a des capacités de développement, soit de travailler à l'international, où là il y a des capacités de développement. C'est les deux possibilités. Donc il faut qu'on soit capable de se trouver dans ces deux cas de figure. Alors soit on a la chance d'être dans des entreprises performantes dans des domaines innovants, hein, mais il faut tomber dessus aussi. Hein. Mais il y a des domaines d'activité comme on va en parler tout à l'heure, hein, des domaines d'activité qui, eux, permettent justement ça, dans le numérique en particulier, l'intelligence artificielle, là, il y a des possibilités. Il y a d'autres domaines, par contre, où on est mal barré. Moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Aujourd'hui, l'automobile, moi, je peux vous dire, franchement, l'automobile est sinistrée. Hein, préparez-vous à des vagues de licenciements comme on n'en a jamais vu dans l'automobile dans les années à venir, parce que là je le dis, et là ça n'a rien à voir avec la position, l'écologie ou pas l'écologie. On a décidé sur le plan écologique de basculer sur les moteurs électriques. On a condamné au chômage 300 000 400 000 personnes.
Bon, ben, comment on fait pour les reclasser? Et là, on revient au problème précédent. Tous ces gens-là, il va falloir qu'ils retrouvent d'autres activités. Plutôt que de refuser de dire la réalité en face et de la voir, commençons par essayer de former tous ces gens-là à quelque chose d'autre. Vous voyez? Alors, ce qui est valable à ce niveau-là, c'est valable aussi pour les jeunes. Hein. Les jeunes, il faut qu'on les aide et il faut qu'on contribue tous à les orienter dans des domaines dans lesquels ils ont de bonnes chances de pouvoir se développer et réussir dans le futur. Moi, c'est un peu mon impression. Et donc, sur où est-ce que tu peux trouver l'information pour te documenter sur l'intelligence artificielle, c'est ça? J'ai pas compris, je suis désolé, la question, c'est de ma faute. Ah, pardon. Comment améliorer l'intelligence artificielle au niveau mondial? Ah, comment on peut être meilleur en France? Bah, tu vois, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est ce qui nous manque. Hein, on fait de la recherche, mais on n'a pas assez de thunes pour la déployer, cette recherche, et faire des cas d'usage. On n'a pas assez de grosses entreprises. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, je pense, c'est pousser nos entreprises qui font de l'intelligence artificielle et qui en font bien à s'exporter, tout en ayant les conditions de l'export en restant ici en France, tu vois. Moi, je veux déménager aux États-Unis l'année prochaine pour pouvoir aller lever beaucoup d'argent grâce à Nvidia, grâce à tout ça. Si je reste ici, j'ai pas ça, tu vois. Donc, en fait, c'est pouvoir donner aux Français la capacité d'aller dans un autre pays, développer des choses, tout en restant en base française et en ayant des avantages de la France. Ce que je vois, c'est un peu ça. Après, sur l'open source, sur tout ce qui est mathématiques, etc., on est de loin devant en termes par rapport à la qualité et au volume du nombre qu'on est, tu vois. Donc, du coup, pour l'instant, mathématiquement, on est bon. C'est vraiment sur l'exécution. Pourquoi on n'a pas de Google? Parce qu'on n'a pas un taré qui s'est dit dans un garage, je vais faire ça. Il n'y a pas un autre taré qui lui a passé 300 000 $ juste pour voir. Il n'y a pas un autre taré qui a dit, tiens, toi, tu feras ça sur ça. Il n'y a pas une école de tarés comme Stanford qui l'a poussé. Tu vois ce que je veux dire? On est encore petit dans tous les sens. Donc, du coup, ce qu'il faudrait, c'est des tremplins comme ça, plutôt business et marché. Donc, il ne faut pas complexer d'être blindé à un moment parce que tu as fait une belle entreprise et tu as revendu. Il faut kiffer et respecter, au contraire, ceux qui font des percées comme ça, parce que le plus dur, c'est le marché et le chiffre d'affaires. C'est pas faire l'IA, tu vois. Oui, mais j'ajouterais que sur le plan, il faut bien voir que les investissements, quand on fait de la recherche, quand on fait du développement, le volume d'investissement est très important. Bon, alors là, il y a une question de capacité. Hein. Quand on prend la France ou les Français, on n'a pas les capacités on n'est pas Elon Musk ou Bill Gates, hein, donc on n'a pas les moyens d'investir des sommes considérables. Et au niveau des États, c'est pareil. Moi, je vois dans le quantique, hein, parce que dans 10 ans, hein, toute la partie numérique va être essentiellement quantique. Bon, dans le quantique, aujourd'hui, les Chinois investissent 3 fois plus que les Américains. Les Américains investissent 10 fois plus que les Européens. Bon, ben moi, je peux vous dire que, bon, bien sûr qu'on a des très bons en quantique. On a été les Français parmi les premiers à vraiment commencer à faire un ordinateur quantique. Peut-être. Mais quand on voit les investissements qui sont faits par les autres, moi je peux vous dire qu'à l'arrivée, on ne fera pas la course en tête. Hein. Malheureusement. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner, parce qu'on peut trouver, dans chaque domaine, on peut trouver des petits domaines, hein, des points sur lesquels, là, on peut être meilleur que les autres. Et alors là, on joue là-dessus. Il faut vraiment en profiter. Et il y a un truc que je remarque aussi qui est assez drôle, c'est, tu vois, pour commencer à côtoyer des gens qui sont proches de Jeff Bezos ou d'Elon Musk ou autres, tu vois, je te jure, ils ont tous plein de Français autour d'eux, tout le temps. Alors, ils sont dans l'ombre, mais ils sont quand même là. Et donc, l'entourage d'un Bill Gates, même, a été 3-4 Français et 2-3 Américains, tu vois. Donc, en fait, on est là. Et quand je dis français, c'est de n'importe quelle culture ou origine, tu vois. C'est le gars qui a récupéré le projet Kuiper chez Amazon. Donc Kuiper, c'est les satellites d'Amazon. C'est 9 milliards de dollars par an.
Et c'est un gars que je connaissais, qui est un ingénieur français d'origine marocaine, et du coup qui est là-bas maintenant proche de Jeff Bezos, au même étage, au 9e, bureau d'à côté. Et donc du coup, tu vois, on est là, sauf qu'on n'est pas encore ceux qui ont créé le marché. Merci beaucoup. Je vais prendre la dernière question. Je suis désolé, il y a 2 petites questions. Une en lien direct avec ce qui a été évoqué. Dans l'écosystème tech, on parle beaucoup de souveraineté numérique française. Et bon, voilà, vous l'avez évoqué, vous avez parlé des géants que sont la Chine et les États-Unis. On parle beaucoup de mindset aussi sur les régulations, les freins à l'innovation, etc. Est-ce que vous croyez déjà à une souveraineté numérique française? Voilà, est-ce qu'on peut faire de l'IA, par exemple, sans Amazon, sans Microsoft, etc. Et la deuxième question, c'est sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure en début de conférence, c'est sur les grandes écoles, et de manière générale. Vous avez quand même dit que c'est eux que vous recrutiez, enfin en tout cas c'est ce qu'on recrute dans la Startup Nation, entre guillemets. Et quel conseil vous donnez aux jeunes? Parce que le message, ça peut être aussi, voilà, bon, ça sert à rien de faire des grandes écoles, formez-vous sur le tas et vous y arriverez. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on doit comprendre? Est-ce qu'au contraire, ça fait partie de l'ouverture d'esprit que d'aller faire des grandes écoles, aller étudier à l'étranger, etc. Bon voilà, en gros, quelle est votre position dessus? C'est ma position. Et je pense que la réponse est beaucoup plus riche que ce que je peux donner dans ma capacité aujourd'hui. Donc souveraineté, j'y crois pas beaucoup. J'y crois, pour être complètement honnête, j'y crois pas beaucoup parce que partout où il y a de l'électricité, la donnée peut passer. Et on l'a vu avec les deepfakes au début, pour en parler. On m'avait demandé, le gouvernement français m'avait demandé de détecter les deepfakes. Et donc du coup, je m'étais mis sur le sujet. Donc on découpait une tête en deux. Si une tête avait les mêmes mouvements mathématiques là et là, alors c'était deepfake, parce que jamais nous on a les mêmes mouvements mathématiques, tu vois. Et très très vite, la recherche a poussé le truc et a fait des dynamiques différentes. Donc en fait, c'est un rapport toujours, la souveraineté et la sécurité, on va dire, informatique, parce qu'elle est issue de là beaucoup, c'est à nous, on sécurise, comme ça on a de l'avance par rapport aux ennemis, entre guillemets. Pour te répondre complètement honnêtement, premièrement, je pense qu'on est ici, tous dans la salle, et de plus en plus de jeunes à être des citoyens du monde. Et on se sent autant d'ici que d'ici que d'ici. Donc souveraineté, bizarre. Ensuite, deuxièmement, on utilise ça, qui vient souvent d'ailleurs. Et donc du coup, tu utilises aussi, j'imagine, les derniers réseaux sociaux et compagnie. Voilà, on transfère de la donnée. Donc souveraineté, pourquoi? Après, on dirait aussi que on cache quoi? T'as quoi à cacher? Parce que la vérité, c'est que je m'en fous, moi, de cacher des trucs. Donc à la limite, vas-y, pompe ma data. Et puis, mais chacun son truc, c'est personnel. Oui, chacun son truc. Moi, je suis plutôt dans l'authenticité et la transparence. Et de toute façon, on se bat tous avec les mêmes armes. Et celui qui cache, il se ferme aussi des opportunités. Donc, du coup, en vrai, je ne suis pas assez calé, intelligent et au sujet pour dire vraiment ce que je pense profondément de la souveraineté. Mais à chaque fois que j'ai entendu parler de la souveraineté, c'était dans un appel d'offres public où il fallait un cloud souverain et qu'il fallait plus de souveraineté. Mais du coup, ça fait plus chier qu'autre chose, techniquement parlant, tu vois. Donc du coup, faisons simple, faisons Google, ça vous redescend, c'est 10 fois moins cher, et quand vous serez prêt avec votre souveraineté, on y arrivera. Donc tu vois, j'y crois moyen à la souveraineté. Après, sur le sujet des grandes écoles, j'ai été bête de dire ça aussi de manière scindée, parce que c'est beaucoup plus granulaire que ça derrière. C'est-à-dire que quand je dis que j'embauchais des polytechniciens à des endroits, oui, c'est eux que j'embauche, mais à des endroits précis, dans toute mon organisation, pour accélérer le truc, mais pas pour se poser des questions et être créatif. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour te répondre à ta question de la manière la plus transparente et sincère possible, je pense que un jeune d'aujourd'hui, il doit travailler essentiellement sur sa capacité à communiquer avec le reste de son équipe et à être un leader en termes d'énergie. L'énergie et la philosophie restent un moteur qui permet de passer les étapes. Si tu es tout le temps motivé, tout le temps positif, que tu entraînes tout le monde autour de toi, tu es chef d'entreprise, tu vois quelqu'un qui est un leader dans ton entreprise et qui t'amène tout le monde vers du positif, en fait, tu peux rien dire. Tu vois, le truc, il plie le game. Et après,
oui, il faut les faire, les grandes écoles. Et moi, je ne l'ai pas faite, cette grande école, parce que j'ai grandi à Nanterre, au Pablo Picasso et Polytechnique. Je l'ai appris quand j'avais 25 ans et j'avais déjà fait une entreprise. Je ne la connaissais pas, cette école. Donc, en fait, je suis bête parce que ça se trouve, cette école va être connue dans les quartiers, on va y postuler, on va y accéder, on va devenir une nouvelle teinte de cette école, c'est-à-dire qu'on va amener peut-être un peu plus de sincérité, je sais pas, dedans, ou en tout cas moins d'analytique, tu vois, moins de robotique. Et donc, du coup, peut-être que ça se trouve, si des gens comme nous, on va dans ces écoles, eh ben, ça va être des tueries, parce que ça nous apprend quand même à bosser comme des malades, tu vois. Donc, c'est un bon moyen de pousser le cerveau humain à fond. Après, est-ce que c'est là où tu seras le plus créatif? Non, je pense qu'il faut créer ta créativité avant, tu vois. J'espère avoir répondu le... Ok, merci beaucoup. Ouais, je voudrais dire un mot juste, mais pour aller dans ce sens-là d'ailleurs. Le premier d'abord, c'est que en ce qui concerne les écoles, bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire il ne faut pas aller dans les écoles. Si vous avez l'opportunité d'aller dans une école, faites-le, bien entendu. Mais dans la plupart des cas, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça, c'est pas si simple, et un certain nombre ne pourront pas y arriver. Donc ça ne veut pas dire pour autant que leur avenir est foutu. C'est ça que je veux insister là-dessus. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait une grande école que vous n'avez pas d'avenir. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités qui montrent qu'on peut s'en sortir autrement. D'autre part, au niveau international, que nous sommes un pays où les grandes écoles, ça compte, comme l'Angleterre aussi, hein, ça compte. Mais quand vous prenez au niveau international, vous apercevez qu'il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de grandes écoles comme chez nous, et les gens réussissent très bien. Donc ça veut dire qu'on peut réussir sans avoir fait de grandes écoles, exactement comme on peut réussir en ayant fait une grande école. Si vous avez l'occasion, faites-le. Mais je vous dis, si vous ne l'avez pas pu, c'est pas grave. Il y a d'autres opportunités que vous pouvez trouver. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par rapport à votre question, et je crois qu'il faut regarder aussi les choses en face. Hein. Nous sommes dans un monde dans lequel, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligé de se reposer, de se repositionner, de se remettre en question régulièrement. Hein. Et dans ce cadre-là, quelle que soit la formation que vous avez eue au départ, dites-vous bien que 10 ans après la formation que vous avez eue, c'est déjà dépassé. Quelle que soit l'activité humaine que vous pratiquez, au bout de 10 ans, vous n'êtes plus dans le coup. Donc de toute manière, c'est un cercle infernal, si vous voulez, en permanence. C'est une remise en cause dans laquelle, oui, vous pouvez, je reviens aux écoles, vous pouvez aller dans les écoles, vous pouvez aussi vous former sur le tas, vous pouvez aussi vous faire aider par d'autres, faire des stages de formation, il y a plein de possibilités. Mais de toute manière, ce qu'il faut dire, c'est de toute manière, je serai obligé de me remettre en cause régulièrement en apprenant ou en perfectionnant pour aller plus loin. Parce que pour m'adapter à la réalité du marché, voilà. Merci beaucoup. Je laisse peut-être le mot de la fin à Tanguy, puis après, si tu as quelque chose à rajouter. Rien à ajouter, hein, c'était un bon moment. Merci. Okay, super. Merci à tous. Et merci en tout cas, on va finir. Il y a... Super, merci beaucoup, franchement, à Tanguy. Franchement, c'était super bien animé. Merci beaucoup, William. Alain Juillet, c'était magnifique. Franchement, vous nous avez honoré de la présence. Merci à tous d'être venus. Franchement, il y a du monde et c'est super. On a préparé un petit buffet. C'est aussi le moment d'échanger. Et vraiment, je remercie Nour, je remercie Majid et je remercie Shauki pour cet événement, la préparation de cet événement. Donc, merci de les applaudir. Franchement, c'était top. Et j'espère qu'on pourra en refaire... J'espère qu'on pourra en refaire et faites passer le mot, comme ça nous aussi on se nourrit vraiment de tout ça. Et on était pile poil dans le thème en fait, le fait d'additionner intelligence économique et intelligence artificielle, on est tombé sur des sujets où il fallait de la formation, etc. Donc Starzup, on est super content pour ça. Et merci beaucoup encore. Et bravo à vous d'organiser ça. Et comme je disais tout à l'heure, vous vous rendez compte, ils passent leur temps de vie qui est hyper précieux à aider les autres et à nous mettre devant, justement, nous qui avons entre guillemets des informations intéressantes sur ça, à nous mettre devant vous, à nous dire allez s'il te plaît viens pour l'association que je fais. Donc bravo à ce que vous faites, bravo vraiment à l'association parce que c'est un truc de ouf. J'avais pas ça quand j'étais petit moi à Nanterre. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie, il faut aller vous restaurer.